En vrai, on peut lancer ça maintenant. Vas-y, je suis prêt. T'es prêt? Ouais, bien sûr. Tu veux refaire un 1-2, 1-2, 1-2 ou c'est ok? 1-2, 1-2. Check, son. C'est ok? Ouais. On est bon? On est bon. Hello Antoine. Salut Rémi. Merci d'être là avec moi aujourd'hui sur cet épisode de Castor. Je rappelle à tout le monde que Antoine, je l'ai déjà interviewé une première fois. Il y a 8 mois, 9 mois de ça, c'était en décembre dernier. C'était un peu avant que je parte, moi à l'étranger et lui qui retourne au Rwanda. Il expliquera pourquoi le Rwanda un peu plus tard. Malheureusement, l'épisode n'est jamais sorti. On avait fait ça, et la raison est simple, on avait fait ça un peu dehors, un peu en marchant et la qualité du Sous la neige aussi. sous la neige, il faisait hyper froid. Et entre nous qui étions bancals sur le cardio, le froid, le fait qu'on soit en mouvement, j'ai préféré qu'on se revoie et qu'on profite du fait qu'il soit heureux de passage à Paris pour réenregistrer l'épisode. Donc je suis content de t'avoir et je suis content de t'avoir doublement du coup aujourd'hui. C'est trop cool. Est-ce que Antoine, j'ai besoin de repréciser du coup le principe du podcast et Non, tout ça, tout est clair, ouais. Tout est clair là-dessus, aucun problème. du coup si je te demandais de pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, qui écoutent le podcast pour la première fois, juste pour toi, juste l'objectif en quelques mots, je te dirais quoi? L'objectif du podcast? Ouais. Pour pouvoir expliquer qui je suis et d'où je viens et pour que certaines personnes qui soient dans un questionnement puissent peut-être trouver des idées d'orientation pour le futur. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est un. J'ai pas besoin de repréciser plus dans les détails. C'est un podcast qui est dédié à l'orientation, la réorientation pour aider les gens effectivement à trouver leur voie professionnelle. Très bien, très cool. Dans l'organisation de l'épisode en lui-même, c'est assez simple. On va commencer par ton présent, ce que tu fais exactement. Et après, on va diguer dans ton passé, ton parcours, pourquoi t'en es arrivé là aujourd'hui. Et on va passer ensuite sur une phase, de futur. Ça va durer entre 30 et 60, 1h15. Peu importe, le temps n'est pas si important que ça. Les gens ont l'occasion de voir de toute manière sur leur plateforme, le temps qu'on aura mis ensemble aujourd'hui. Donc voilà. On est bon? On est bon. Magnifique. Feu, Antoine, est-ce que tu peux déjà donner ton prénom, ton nom, ton âge et ton poste actuel? Alors, prénom Antoine, Antoine Bouquinet, du coup, nom de famille. J'ai 30 ans maintenant, j'ai 30 ans et je suis intendant à l'ambassade de France au Rwanda. Donc maintenant 2 ans. Ok. Intendant à l'ambassade de France au Rwanda, est-ce que tu peux décrire tu vois, un peu les missions propres à ton Ouais. rôle? Alors en fait, plus précisément, je dirais c'est même à la résidence de l'ambassadeur, à la résidence privée. C'est-à-dire que je m'occupe de toute la partie organisationnelle de l'événementiel qui se passe à la résidence. Donc ça va du petit déjeuner pour lui tout seul dans son appartement privé, ou alors l'organisation du 14 juillet, où par exemple cette année 2024 qui vient de s'écouler, on a reçu au pic de la soirée 1000 personnes. Donc petit comme gros événement, vous pouvez faire appel à moi, je suis là. Et tout ça bien entendu avec un staff local. J'ai pas de staff expatrié, que des Rwandais sur place dans mes équipes. Ça m'intéresse tout de suite de poser la question de savoir pourquoi se pose intendant et pourquoi se pose intendant de résidence. Tu précises intendant de résidence, je vais quand même poser la question. Tu précises intendant de résidence, ça veut dire que tu aurais pu être intendant? Bah, on peut très bien être intendant. Intendant, c'est un vaste mot. Il y a des intendants dans des collèges, dans des lycées qui s'occupent d'autres missions dont je ne connais pas tout à fait la nature. Mais pour le coup, moi, c'est intendant de résidence. Ça veut dire que c'est un peu, pour ceux à qui ça peut plus parler, un poste de majordome, peut-être. Mais je ne fais pas du tout de service. Moi, je suis vraiment là pour tout organiser. Je suis la tête pensante, si vous voulez, du lieu. Et le relais direct avec l'ambassadeur et ses équipes pour voir avec lui ce qui est attendu, ce qu'il souhaite. Comment il veut que ce soit mis en place, et aussi au début forcément des questions de menu, savoir s'il y a des restrictions alimentaires, s'il y a des desiderata particuliers au niveau vin et autres spiritueux qui peuvent y être servis. Mais maintenant, après 2 ans, c'est pas qu'on est intime, mais presque, parce que forcément mon bureau est sur son lieu de vie, donc je le vois dans des états que certains ne le voient pas. Donc du coup ça crée un lien forcément beaucoup de proximité. Et maintenant, je sais quelles sont ses attentes. Donc, il me fait pleinement confiance. Il me laisse libre par rapport à tout ça. Et c'est assez cool pour la créativité. Est-ce que tu pourrais citer les qualités qu'il faut avoir pour être un bon intendant?
Les qualités, je pense qu'il faut être quelqu'un déjà à l'écoute, disponible et serviable. Je pense qu'il faut vraiment oublier toutes les notions de servilité. On n'est pas là comme dans je sais plus quel film, on nous dit Jeffrey emmène-nous les glaçons. C'est pas du tout ça. Ou une chanson. Bah, c'est dans une chanson, mais je crois que ça vient d'un film à la base. Mais en fait, il faut arrêter de penser. Enfin, faut pas penser qu'on est là et qu'on est à la demande, que quelqu'un claque des doigts et qu'on accourt comme un petit chien. C'est pas du tout ça. Et à un moment donné, moi, ça fait 15 ans que je travaille. Je connais mon métier. Je veux pas me lancer des fleurs, mais je pense que je connaissais aussi déjà le métier d'intendant au préalable. Je vais en parler. Et du coup, en fait, grâce à tout ça, ça m'a permis, moi, d'être sûr de qui je suis, de ce que je vaux et de ce que je veux mettre en place. J'avais déjà un projet en tête. Et donc, en arrivant avec des idées bien claires et construites face à l'ambassadeur, je lui ai expliqué le projet que j'avais pour sa résidence. Il a validé tout de suite. Et de là, on a pu commencer à travailler ensemble et tout s'est très bien passé sans aucun accroc. Il y a forcément des fois où on n'était pas d'accord sur un menu, et parce que c'était des questions de goût, et ça, pour le coup, on n'y peut rien. Parce que ni vous ni moi pouvons connaître les goûts d'une personne sans même l'avoir rencontrée. Donc voilà. Ok. Donc dans les qualités, À l'écoute, serviable et disponible. très, très clair. C'est quoi, si tu devais être un peu pragmatique, tu vois, les plus et les moins du job. Les plus, on a un peu parlé déjà, mais si tu devais les relister, disons 3 plus, 3 moins, tu vois. 3 plus, bah pour le coup, moi, c'est que ça me fait vivre une expérience assez hors du commun, quand même, de vivre au Rwanda. Il n'y a rien qui me prédestine à venir au Rwanda. Je suis français. J'ai des origines italiennes un peu lointaines, mais donc rien à voir avec le Rwanda. Bah aussi, je trouve que le monde de la diplomatie, c'est intéressant parce que, mine de rien, je suis concerné par ces sujets-là d'une façon forcément moins directe que mes collègues qui travaillent sur des sujets plus politiques. Mais quand on reçoit par exemple Stéphane Séjourné à la résidence qui vient pour les commémorations du génocide, euh, on doit savoir comment on met le plan de table. On a discuté directement avec les Quai d'Orsay, donc il y a plein de choses qui rentrent en compte à ce niveau-là, donc c'est pas mal. Et en termes de moins, bah, je pense que tous les plus peuvent devenir moins aussi suivant la situation. Parce que, bah, effectivement, c'est cool de se retrouver au Rwanda, c'est marrant. Mais des fois, ça peut être un peu plus pénible aussi parce que, bah, forcément, c'est pas ma vie. Euh, c'est pas. Enfin, j'ai pas de repère là-bas à la base et j'ai rien qui. À part le travail, il n'y a rien qui m'y amène. Donc, bah, il faut arriver à se trouver des points d'ancrage sur place pour pas que le temps soit trop long. Ok. Là, ton plus et ton moins. Donc ton plus, tu as un côté géographique par rapport au Rwanda, qui est un lieu nouveau pour toi. Ouais. Tu as un plus qui est lié aussi aux gens que tu accueilles et l'exposition que tu peux avoir. Ouais. C'est plus par rapport au rôle. Ton moins est aussi sur le géographique, sur le Rwanda, et qui fait que c'est parfois pas toujours évident. Ouais. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a d'autres éléments relatifs vraiment au poste, tu vois? Relatif au poste, bah, le fait de travailler avec des expatriés qui n'ont pas été. Enfin, pas des expatriés, pardon, des locaux qui n'ont pas été formés et qui connaissent pas le métier comme on le connaît nous. Donc du coup, on n'a pas du tout les mêmes attentes et parce que ça s'explique sur plein de points. Déjà, un premier point, c'est que pour vous donner une idée, à Kigali, qui est la capitale du Rwanda, le salaire moyen est de à peu près 60 ou 70 euros. Donc, imaginez-vous pour se loger. Je ne sais pas si certains connaissent les prix dans les capitales africaines, mais c'est extrêmement cher. C'est pas déconnant de trouver une maison à louer à 2000 $. C'est même monnaie courante à Kigali. Donc, ces gars-là arrivent à dealer sur place avec un salaire comme ça. Et donc, forcément, quand moi je leur explique qu'il faut faire attention aux détails et qu'il faut que le couteau en argent soit bien aligné avec l'assiette en porcelaine de Sèvres et qu'il ne faut pas qu'il soit un tout petit peu décalé d'un centimètre, des fois, on ne se comprend pas tout à fait parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques de vie. Donc, là, c'est intéressant et ça peut être un moins parce que, bah, forcément, dans le plan d'action que j'avais, moi, pour l'ambassade, il y a des étapes que j'imaginais franchir plus rapidement et il y en a plein encore qui sont en cours d'être franchis mais qui ne sont pas tout à fait. Donc ça met beaucoup plus de temps à ce niveau-là. Ça peut être un vrai moins. D'accord. Parce que c'est vraiment compliqué pour le coup de travailler avec des gens pas de nationalité, pas les mêmes coutumes, pas la même façon de voir les choses. Ok, très clair. J'avais une dernière question pour toi et c'est marrant, je viens de mettre l'épisode en pause parce qu'on t'as croisé Antoine en terrasse de ce café à Montparnasse, une dame que tu connaissais. On lui a pitché le podcast, ton parcours, c'est très marrant. Dernière question pour toi, c'est ce qui ferait la réussite de ton poste aujourd'hui. Qu'est-ce qui ferait aujourd'hui que, tu vois, à la fin, là, tu es parti pour 4 ans. À la fin des 4 ans, l'ambassadeur, grande tape dans le dos, il dit bravo Antoine, t'as réussi. Qu'est-ce qui ferait que t'as réussi? Qu'est-ce qui ferait que j'ai réussi? Bah, grande tape dans le dos de l'ambassadeur. Non, en fait, ce qui fait que j'ai réussi,
il y avait des missions qui étaient sur la fiche de poste qui étaient indiquées au préalable. Forcément, on ne peut pas donner une fiche de poste blanche à quelqu'un, donc il y a des idées. Là aussi, les gens qui ont fait cette fiche de poste, c'est pas des gens à Paris, c'est des gens qui étaient sur place, donc qui étaient au courant des contraintes locales. Donc voilà, mais on a déjà en fait atteint un bon niveau parce qu'il fallait faire une montée en compétences du cuisinier local, ce qui a été quand même fait pas mal à un bon niveau. Moi, je suis arrivé en sachant que j'avais travaillé avec un cuisinier local qui n'avait pas été formé et qui avait été cuisinier un peu par-ci par-là de temps en temps. Donc, j'ai proposé qu'on arrive à une cuisine qui soit à peu près d'un niveau brasserie parisienne correcte. Et c'est ce qu'on arrive à produire maintenant. Donc ça, c'est très bien. Cet objectif-là est atteint. Il fallait rénover la cuisine, ça a été fait. Pas simple avec les équipes sur place parce que pour trouver un entrepreneur sérieux, quand on dit que les Africains sont jamais à l'heure, c'est pas une légende. Pour le coup, c'est assez vrai. Parce qu'il y a une notion du temps qui est différente à nous. Nous, on a l'heure a priori et eux, ils ont le temps. C'est ce qu'ils me disent tout le temps. Donc ça, c'est assez drôle à certains moments. C'est énorme. Il y a d'autres cultures dans lesquelles c'est assez similaire. Au Mexique, notamment, il y a la notion d'heure mexicaine. Où, en fait, c'est très, très variable, quoi. C'est j'arrive à l'heure, mais quelle heure, on ne sait pas. Voilà. Au Rwanda, en fait, quand on a rendez-vous à 15h30, ça peut être 15h, ça peut être 15h52, peu importe. De 15h à 15h59, il est toujours 15h pour eux. C'est excellent. Et s'il arrive à 16h15, il est en retard de 15 minutes, mais c'est pas très grave, 15 minutes, c'est rien. Donc c'est le quart de politesse, en fait, il est sur 1h15 quasiment, quoi. Ouais, au minimum, ouais, pour être bien. Ouais. Ok, donc tu as un certain nombre d'actions sur ta fiche de poste que tu es en train de compléter. Donc, ça a été fait. Il fallait aussi faire une rénovation de la toiture de la résidence qui avait été grandement endommagée parce que c'est une maison qui était fermée pendant de longues années. Ça y est, c'est fait aussi. J'ai même pu faire des trucs en plus. Maintenant, du coup, par exemple, j'ai construit un vestiaire pour les agents de la résidence, surtout pour les gardes et pour les jardiniers, parce qu'ils n'avaient pas accès à un vestiaire et ils changeaient un peu à l'arrache dans un endroit derrière des arbres. C'est forcément pas tenable, donc j'aurais permis d'avoir accès à une douche, à des toilettes uniformes, pas des toilettes à la turque, et un vestiaire maintenant avec chacun son casier, des simples. Donc c'est assez cool. Ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est qu'à la fois il y a des trucs très factuels, très fiches de poste, très je remplis des objectifs, et il y a aussi, peut-être mal tourné à la question, mais il y a aussi le côté très émotionnel par rapport à l'ambassadeur, avec qui tu crées un lien. Ouais. Et ce lien-là, s'il est fort à la fin, s'il y a un respect qui s'est installé, c'est aussi ça qui sera une réussite pour toi. Bien sûr, oui, complètement. Ouais. On a une vraie relation, qu'au-delà de l'aspect professionnel, on s'entend bien, et je pense, de par mon travail, il est satisfait. Donc tant mieux. Est-ce que, Antoine, par rapport à cette première partie-là, sur ton métier, est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter ? Non, je pense que tout est assez clair. J'espère, du moins. Non, très clair. On a couvert tes missions, donc un peu ton day-to-day, ce que tu faisais au quotidien. On a couvert les qualités à avoir, les plus et les moins du rôle. On a couvert ce qui était une réussite à tes yeux et aux yeux plutôt de l'ambassadeur, donc plutôt de ta hiérarchie. Ouais. Donc pour moi, c'est... Et à savoir, je disais ça pour la réussite et pour le travail, là c'est propre au Rwanda et propre surtout à l'ambassadeur que j'ai en place. Parce que si j'ai demain une famille, par exemple dans un autre pays, donc ambassadeur ou ambassadrice avec mari ou femme et les enfants, c'est un autre travail à mettre en place. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure la qualité à avoir, c'est être serviable et à l'écoute et disponible. Ça veut dire que moi j'ai su capter tout de suite les attentions de l'ambassadeur et quels étaient ses points d'attention. Et donc, du coup, maintenant, ils sont satisfaits, et tant mieux. Mais il faut savoir capter ça très rapidement chez la personne pour qui vous allez travailler. Que ce soit une famille ou autre. Par exemple, si c'est une famille, ce qui est le plus important pour eux, souvent aussi, ou en tout cas très important, c'est les enfants. Si les enfants vous apprécient, vous savez tout de suite que les enfants vont parler de vous aux parents. Et tant qu'à faire, c'est mieux s'ils en parlent bien. Donc beaucoup de qualités d'écoute, d'adaptabilité. C'est ça, ouais. Ouais. De comprendre son environnement. Et un monsieur qui vient d'acheter, je pense, 38 bouteilles de vin là, qui vient de passer là. Je pense minimum. Ok, très clair. Écoute, phase 1, pour moi, c'est bon. On a traité de ton présent. Phase 2, c'est plutôt sur ton parcours, du coup. Je vais reprendre la temporalité que tu as exprimée, à savoir, tu as 15 ans d'expérience professionnelle. 15 ans d'expérience professionnelle, et si tu as 30 ans aujourd'hui, ça te ramène à tes 15 ans. Donc 15 ans, on est un peu entre le collège et la fin collège, quoi. Ouais. Est-ce que si on repart de là, est-ce que tu peux citer les grands moments forts de ta vie depuis tes 15 ans ? Ouais.
un peu dans l'évolution chronologique, qui ont fait ce que tu es aujourd'hui, tu vois. Pense à un truc qui t'a marqué, tu vois, fin collège, un truc qui t'a marqué après dans... Bah, c'est assez simple et rapide. J'étais au collège en 6e arrondissement à Paris avec Rémi. Enfin, pas avec toi, mais au collège lycée. Un établissement, ouais. Ouais, même établissement. Et j'avais redoublé déjà ma 4e une première fois. Et en fin de 3e, ça n'allait toujours pas. Donc, du coup, on m'a proposé une réorientation que j'ai acceptée. Qui t'a proposé la réorientation? C'est au collège. Je sais plus à qui j'avais affaire au collège. Ma prof principale, certainement. Ok, donc c'est... Disant que l'école n'était pas faite pour moi et que il fallait que je trouve autre chose à faire parce que bah, j'avais plus ma place ici. D'accord. Donc de là, bon, vous imaginez, moi à l'époque j'habitais déjà en banlieue, pas lointaine, mais banlieue quand même. Donc élève dans le 6e arrondissement de Paris qui vient de banlieue, qui a de mauvaises notes. Forcément, on était un petit peu pointé du doigt. Et de là, je me suis dirigé donc vers un cycle professionnel d'études courtes. Et j'étais à Ferrandi où j'ai préparé un diplôme là-bas pendant 3 ans en alternance. J'ai fait l'agriculture. Qu'est-ce qui pardon, je me permets d'intervenir pour bien comprendre. Donc, en gros, quand la prof, donc le corps académique te dit ça va pas, en gros, il t'exprime le fait que ça va pas pour un cursus général, donc avec une seconde, une première à l'époque, C'est ça. L, S ou ES, et une terminale de la même sorte. Ok. Et du coup, eux, ils arrivent à t'orienter vers des cursus qui pourraient te correspondre, ou ils te disent juste le cursus général n'est pas pour toi, débrouille-toi. Ah non, il me dit juste sors de là. D'accord, ok. Et comment est-ce que quand tu sors de là, donc déjà c'est un premier point, comment quand tu sors de là, Je vais à fais... Ferrandi. Ouais, c'est quoi la passerelle qui... Alors, mon papa est déjà dans la restauration, donc c'est un milieu qui m'attirait un peu. Mais au-delà de ça, c'est que j'avais une maman qui mettait un peu la pression pour l'école et il fallait, pour elle, avoir un bac général. C'était inenvisageable de faire autre chose. Donc je me suis dit, bon, on va atténuer sa peine et on va essayer de faire un bac technologique. Au final, j'ai pas trouvé... Enfin, j'ai trouvé des lycées qui étaient prêts à me prendre, mais qui me tentaient pas vraiment. Et donc je me suis dit, à la fin, du coup, des vacances d'été, il faut que j'ai quelque chose pour septembre. Et je me suis dit, tant qu'à faire, maintenant, allons trouver un bac pro, mais on va faire le meilleur possible. Donc, on va aller voir à Ferrandi. Et donc, j'ai été à Ferrandi, entretien assez long, mais intéressant, et formateur aussi, du coup, parce que je me suis quand même un peu fait puncher. Et j'ai été pris là-bas. C'était pour un cycle donc, de 3 ans pour préparer un diplôme de baccalauréat professionnel en restauration, option service de salle. Et c'est là où ensuite, du coup, c'était en alternance et je travaillais au ministère de l'Agriculture. D'accord. Et je venais d'avoir 16 ans à ce moment-là. D'accord, donc en fait la première année à Ferrandi, c'est une première année qui est à la fois, c'est une alternance en fait, Les 3 ans. où tu commences à bosser directement, c'est 3 ans, ok. Ta maman, elle a, j'ai pas envie de remonter l'histoire jusqu'aux parents, on n'est pas là allongé sur un sofa à être psychologue, hein, loin de là, mais juste que je comprenne, ta maman voulait que tu fasses tu suives un cursus général, là où ton père, lui, l'avait pas fait. Non. Toi, tu avais cette idée de partir déjà vers des Bah moi, métiers liés à Ferrandi, et elle a... Et pourquoi est-ce qu'elle a insisté ou voulait pour ses enfants que tu fasses un cursus général? C'est quoi l'idée derrière? j'y ai pas vraiment d'idée, mais c'est parce que pour elle, il fallait avoir un bagage universitaire pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Et qu'on avait forcément beaucoup moins de chance en se professionnalisant beaucoup plus tôt. Moi, j'avais pas forcément l'idée de partir tout de suite vers Ferrandi, ça m'attirait. Mais en tout cas, je savais que l'école m'apportait pas grand-chose, ça m'intéressait pas et j'arrivais pas à m'y intéresser. Et je me sentais tout à fait prêt à aller travailler pour un patron et me réveiller le matin pour ça, sans aucun problème. Et il se trouve que du coup, j'ai été pris à Ferrandi, j'ai commencé là-bas et tout s'est toujours très bien passé. Donc bon, j'ai eu un accord moral un peu avec la personne qui m'a reçu à Ferrandi pour avoir 14 de moyenne sur la première année. Sinon, j'étais renvoyé parce que j'avais forcément du coup un mauvais dossier. Mais je présentais correctement, je parlais correctement, j'avais des idées claires, précises aussi. Et elle a apprécié ça, et donc elle a fait le pari, c'est ce qu'elle m'avait dit, je fais le pari de vous prendre, mais à cette condition-là. Et il se trouve que j'ai eu 15 de moyenne sur la première année. Excellent. Donc, très bien. Comment est-ce que tu trouves ton alternance au ministère de l'Agriculture? Formatrice, après, Formatrice. ouais, l'année, c'était assez formateur là-bas. Non, pardon, la question n'est pas comment est-ce que l'année se passe, pardon, la question est comment est-ce que tu trouves l'alternance en elle-même, comment est-ce que tu te dis Ça, c'est Ferrandi en fait qui nous oriente vers un employeur potentiel. D'accord. Et donc à la base, moi, mon idée était de travailler en Palace. Je devais travailler au Plaza Athénée. Ça n'a pas pu se faire au dernier moment parce que la place n'était plus à pourvoir. Et donc de là, on m'a un peu envoyé en catastrophe au ministère de l'Agriculture. Pourquoi? Donc la place c'est plus à pourvoir en Palace, Ouais. d'où le fait que tu sois... Plaza Athénée, ouais. Ok. Comment tu avais trouvé le Palace, pareil, Ferrandi?
Ferrandi aussi, ouais. Ferrandi, est-ce que tu peux rappeler rapidement ce que Ferrandi est? C'est quand même une école assez reconnue. Ouais, c'est reconnu. Pour le coup, si vous avez Ferrandi sur votre CV, c'est quand même un vrai passeport. C'est un lycée hôtelier, centre de formation pour donc des jeunes comme nous à l'époque. Donc, Est-ce que tu définis plus comme jeune? différent. 30 ans. J'ai plus 15 ans, quoi. Non, 15 ans, c'est vrai que ça fait longtemps. Sur ce podcast, on n'a pas eu beaucoup l'occasion d'interviewer des gens qui ont commencé très tôt dans le monde professionnel, qui se sont, comme tu l'as dit, professionnalisés vite. Et c'est hyper intéressant de voir effectivement tes aspirations, comment tu as fait pour aligner les étoiles, les planètes, pour arriver à tes fins. Ce qui était l'ambition de ta mère, vs ce qui a été la tienne ensuite. Où, finalement, tu as le poste d'intendant que tu occupes au Rwanda, qui est quand même dans ta filière à toi, un poste extrêmement prestigieux, dans une ambassade, etc. Donc je suis très content de t'avoir et que tu puisses exprimer tout ça. Et c'est pour ça que je te pousse aussi dans les comment, les pourquoi, les trucs que tu racontes. Je fais une micro-synthèse. Donc en gros, tu as 15 ans, tu quittes Sainte-Geneviève, qui est un établissement privé dans le 6e. Tu arrives à Ferrandi, après avoir testé, après avoir vu si tu es capable de faire du général, du technologique. Et donc là, tu finis à Ferrandi. Tu es quand même mis un peu sur la sellette direct. Tu n'as même pas fait un jour, que nous, on était sur la sellette en disant 14 de moyenne où tu sautes. Ouais. Tu ne sautes pas, tu fais bien mieux que sauter. Tu tapes 15 de moyenne et donc tu es au ministère de l'Agriculture. J'ai été long dans ma synthèse, pardon. Ministère de l'Agriculture, comment ça se passe? Agriculture, très bien. Pendant 3 ans, très bien. C'est quoi le rôle? Apprenti maître d'hôtel, mais en vrai, apprenti. Et donc, très, très bien. Mais pour quelqu'un qui veut se professionnaliser, ça peut être un peu pénalisant parce que c'est pas comme dans la restauration classique. Il n'y a pas de menu à vendre, il n'y a pas de pression du chiffre, il n'y a pas de différents postes comme on peut l'avoir dans un restaurant avec un barman, un équipier, une brigade en cuisine, c'est pas du tout pareil. Et on ne fonctionne pas avec le même budget non plus. Donc, c'est un peu niche, mais c'est intéressant aussi. Et ça aussi, ça demande du coup adaptabilité. Parce que je pense que quelqu'un comme nous, qui travaille dans les ministères, pourront tout à fait prendre place dans un restaurant classique, alors que quelqu'un dans la restauration traditionnelle ne pourra pas forcément prendre place dans un ministère. Parce que c'est pas du tout le même métier. C'est un peu différent. Pour tout ça, parce que pas de pression du chiffre, pas la même adrénaline. Il y a des moments de creux où on attend, parce qu'on nous dit qu'il va y avoir un déj à 12h30, mais en fait la réunion n'est pas terminée, il est toujours en réunion, on attend, pour en fait nous dire à 13h30 que le déj est annulé, ou parce que des fois il y a un attentat qui vient d'être à Marseille, et donc le Premier ministre doit s'y rendre, et donc annulé. Ou des fois aussi pareil, au tout dernier moment, on nous dit qu'en fait il y a un déjeuner ce soir pour 20 personnes, et on annonce ça à 19h et pour le déj à 19h30, pour le dîner à 19h30. Donc encore une fois, adaptabilité. Ok. Donc ton année d'alternance se fait, c'est une année ou 3 ans. 3 ans. Ouais. Okay. Donc 3 ans au ministère de l'Agriculture. Agriculture, ouais, super. Ok. Donc 3 ans se font, donc de tes 15 à tes 18. Ouais, c'est ça, des 15 à 18, parce que donc, j'avais un an de retard, et j'ai été diplômé à la fin des 3 ans. Donc c'est quoi, normalement c'était 14-17, là tu fais 15-18. Ouais. Donc tu fais tes 18 ans, donc tu finis à la fois ton alternance et à la fois ta formation chez Ferrandi. C'est ça, exactement. Et alors là, du coup, à la fin de Ferrandi, on me propose de faire un BTS. Bon, là, j'avais plus 15 de moyenne sur les 2 dernières années, mais j'avais pas non plus une moyenne crade. Mais on me dit, en fait, Antoine, faites un BTS, vous avez tout à fait les capacités, vous travaillez correctement, même bien. Il faut faire un BTS. Pourquoi l'intérêt de faire un BTS? Du coup, moi, je demande pourquoi. Et on me dit, parce que c'est intéressant pour vous pour démarrer dans la vie future. Et non, du coup, parce que là, c'est toujours très, très bateau. Ouais. Du coup, je dis à mon prof, mais attendez, moi, j'ai fait un cycle court, c'est pour être travaillé rapidement, et vous avez passé 3 ans à nous dire que dans la restauration, c'était encore un des métiers où on pouvait progresser sur le terrain. Donc, quel est l'intérêt pour moi? Est-ce que vraiment j'y gagne? Donc, c'est un prof qui dit ça. Un prof qui me dit ça. Et j'ai, est-ce que vraiment j'y gagne? Et il me dit oui, mais bon, sans m'expliquer vraiment clairement qu'est-ce que je pourrais y gagner. Et moi, je suis assez terre à terre et pragmatique. Donc, tant que j'ai pas un truc concret qu'on m'explique vraiment, je perçois pas. Donc, du coup, je dis non. Et en fait, je dis non aussi parce que à ce moment-là, on me propose un poste au service du Premier ministre à l'hôtel de Matignon. Donc, toi, en fait, assez vite, donc tu sais que ton BTS, quand on te présente l'option, tu sais d'office que c'est pas un truc qui va forcément te plaire, quoi. Non, pas forcément me plaire. Et surtout que le BTS, pour le coup, ça demande d'être beaucoup plus studieux au niveau des cours, et c'est ce que j'étais pas, et c'est ce que j'avais voulu pas fuir, mais c'est ce que j'avais quitté du coup avec le cycle général, et je voulais pas me remettre dedans. Ça demandait beaucoup plus de travail à la maison, et tout ce que j'étais pas prêt à faire. Et en ayant déjà un bac pro à Ferrandi, donc Ferrandi c'était pas mal,
en ayant travaillé en plus au ministère de l'Agriculture, c'était pas mal encore. Et après, pour proposer de travailler à Matignon, c'est encore plus génial. Donc je pense que ça, à côté du BTS, malheureusement, je pense que le BTS, il passe un petit peu en dessous. Et enfin, j'en suis même sûr d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris cette option-là. Très bien. Et donc tu l'apprends, tu l'acceptes, tu arrives à Matignon. Donc tu arrives à Matignon dans le... C'est quoi? C'est un CDI? C'est un... Non, alors à Matignon, j'arrive là-bas. Du coup, j'ai 19 ans en ce moment. Et c'est un contrat cabinet. C'est un contrat qui est un peu bâtard, c'est-à-dire qu'on dépend du Premier ministre qui est en place. Moi, j'ai commencé à travailler là-bas sous Jean-Marc Ayrault. C'est énorme. C'est-à-dire que si le lundi soir, Jean-Marc Ayrault, il s'énerve pour X raison et qu'il décide de démissionner, bah, mon contrat est aussi remis en question. Donc, je peux très bien revenir le mardi et on me dit, en fait, monsieur Bouquinet, pas besoin de vous changer, vous faites vos affaires et vous ramenez tout ça à la lingerie là-haut et vous partez, c'est fini. Donc c'est pas un retrait automatique de l'équipe en place, c'est plutôt une remise en question. Donc on attend le Premier ministre qui va En fait, nommer nouvellement et ensuite c'est lui qui décide s'il garde l'équipe ou pas. ouais, c'est les intendants du coup, parce que lui, il a d'autres sujets à traiter, mais ton contrat est cassé forcément quoi qu'il arrive. Et donc, les intendants nous rassuraient, entre guillemets, là-dessus, c'est qu'ils disaient que si on faisait l'affaire, on avait un espèce de contrat moral avec eux pour rester sur une durée de 2 ans. Parce que l'intendant, lui, il bougeait pas. L'intendant, il bouge pas, eux, ils sont CDI, bien au chaud. Donc l'intendant ne bouge pas, mais toutes les équipes qui sont en dessous. Les chefs de rang, en tout cas, nous, on pouvait bouger, ouais. Les maîtres d'hôtel, c'était un peu différent. Et les intendants, les chefs de rang, pardon, nous, on bougeait. Tu sais t'expliquer pourquoi cette situation? Parce que les chefs de rang, déjà, on était beaucoup des jeunes, mais j'étais quand même le plus jeune qu'il y avait dans l'équipe. Mais on parle de maîtres d'hôtel qui devaient avoir tous dans la quarantaine. Et les chefs de rang, moi, j'étais donc le plus jeune à 19 ans. Et le plus vieux devait avoir 28 ans. Quelque chose comme ça à l'époque, ou 30 ans, pas loin. Et ils voulaient pas qu'on reste trop longtemps à nos postes, parce que forcément, à un moment donné, on avait fait le tour, et ils voulaient qu'on aille voir autre chose aussi. Et même, il y en a plein qui bougeaient avant, parce que ils avaient envie de voir autre chose. Parce qu'il n'y a pas d'évolution hiérarchique au sein de la même structure. Non, c'est pas tout à fait possible. Faut faire chef de rang dans 5 ministères différents. Ouais. Sur 10 ans, du coup, si tu fais 2 ans à chaque fois, pour ensuite monter et passer maître d'hôtel. C'est ce qu'ils voudraient dans l'idéal. Moi, c'est pas ce que j'ai voulu faire, mais ouais. Dans l'idéal, il faut faire ses preuves en tant que chef de rang au début, pour ensuite passer le maître d'hôtel, alors qu'en soi, c'est un peu bidon parce que c'est que des titres. Et que le travail de maître d'hôtel, je l'ai fait quand j'étais en extra, du coup, au sein même de Matignon. Mais ouais. Comment tu différencies la fiche de... le rôle d'un chef de rang vs un maître d'hôtel vs un intendant? À Matignon, le chef de rang, il va s'occuper de tout le monde, sauf le Premier ministre. Tout le monde, c'est tous les employés de Matignon. Ouais, tous les employés de Matignon, mais donc employés de Matignon, c'est aussi les conseillers des cabinets les plus proches, à tous les assistants et assistantes, et tous les personnels qui travaillent à Matignon au quotidien, qui sont là pour l'entretien, qui sont là pour s'occuper des jardins, tout ça. Et ça, c'est ce qu'on a en priorité, nous, les chefs de rang. On a bien sûr aussi le Premier ministre, mais ça vient dans un second temps, si il y a besoin déjà, et si on nous le propose. Ensuite, maître d'hôtel, lui, va s'occuper que du Premier ministre et de sa famille, et des invités que le Premier ministre aura à sa table. Et les intendants, c'est ce que je fais maintenant. Ils sont là pour mettre tout en place et pour s'occuper que tout va bien. C'est du pilotage. Ouais, c'est que du pilotage. Donc, les intendants, ils vont chapeauter cuisine, salle, et pareil, le lien avec le cabinet, le Premier ministre, quoi. D'accord. C'est le pouvoir. D'accord. Intéressant, hyper intéressant. Et par exemple, pour une structure comme Matignon, il faut imaginer combien de chefs de rang, combien de maîtres d'hôtel, combien d'intendants? Moi, quand j'ai commencé à Matignon, on était 15 chefs de rang. On fonctionnait par tiers, de 5 du coup. 2 équipes le matin, une équipe le soir. Maître d'hôtel, il tournait à 6. Et intendant, il y en avait 2. Un intendant général, un intendant adjoint. Et ensuite, après, il y avait forcément une gestionnaire RH, il y avait un acheteur, il y avait un comptable, il y avait tout ça. Donc l'intendance représente quand même une grosse team. Donc la gestionnaire RH, l'acheteur et le comptable étaient liés à l'intendance. Ouais. Ok, donc ça fait, tu m'as dit 15 plus 6 plus 2. Ouais. Et plus après, les trois supports. Ouais, c'est ça. Et après, il faut compter aussi du coup la cuisine. Où là, il y a une sacrée brigade en cuisine. En cuisine, il va être pas loin d'une vingtaine. Si c'est pas un peu plus qu'une vingtaine. Donc ouais, on est une grosse équipe, ouais. Ok. Matignon, c'est la plus grosse structure que tu as faite? En poste fixe, ouais. En poste fixe, ouais. Mais sinon, après, non, j'ai travaillé dans d'autres endroits en extra où je travaillais que pour des missions, du coup, journalières,
ou des fois qui étaient plus longues, mais c'était pour des missions à chaque fois. Alors que Matignon, j'ai été au quotidien, même quand il n'y avait rien. Des fois, au mois d'août, il ne se passe rien. On sait tous qu'après le 15 août, la France avance plus parce que tout le gouvernement est en vacances, mais ouais. Ok, donc donc tu as 19 ans, tu arrives à Matignon. Tu restes combien de temps à Matignon? Moi, au lieu de 2 ans, je reste 4 ans au final. Il y a un moment donné où j'ai cru que j'allais devoir partir. En fait, non. C'est quand? Et petit à petit, je sais plus, c'est peut-être à la fin de mes 2 ans. C'est à la fin des 2 ans, parce qu'à ce moment-là, il y a un remaniement. Et en fait, les intendants me demandent de rester, donc je reste. Et donc, je reste. Et là, plein d'amis à moi, par contre, eux s'en vont, parce que eux, ça faisait aussi 2 ans, et ils s'en vont. Et je me retrouve avec beaucoup de nouveaux. Et ensuite, il y a un autre moment où ça fait peut-être 3 ans et demi à peu près, où je me dis, bon, bah là, c'est bon, je vais vraiment partir. Et les intendants me reconvoquent et me demandent de rester encore une fois pour pouvoir former tous les nouveaux, parce que c'était le moment où Édouard Philippe est arrivé à Matignon. Plein de nouveaux, donc il fallait expliquer le travail, faire ma passation à moi aussi en quelque sorte. Parce que toi, t'étais toujours chef de rang à l'époque. Moi, j'étais toujours chef de rang, ouais. Quelle passation du coup? Parce que les autres, c'est des anciens, ils sont partis, ils sont C'est passation. ça, tous les anciens qui étaient avec moi en tant que chef de rang sont partis. Donc il fallait vraiment un ancien sur qui on peut compter et expliquer pour qu'il puisse expliquer le travail aux autres. C'est quand même une. Il y a un des intendants, si vous voulez, pour tout vous dire, qui m'a dit que j'étais un des piliers de l'office et qui comptait sur moi pour l'avenir. Donc chacun le comprend comme il veut, mais Ce que j'allais dire, c'est une preuve de. C'est une. Comment dire? Un témoignage de valeur. Je sais pas quelle est l'expression, mais que de conserver un élément et de le faire passer outre le remaniement. Sachant que le postulat de base, c'est au bout de 2 ans, tu sautes, alors les bras ailleurs. Quoi. Ouais. Et admettons que tu sautes, donc les anciens, ils sont allés où typiquement? pour Pôle emploi dans un premier temps. Ok. Et après, il y en a qui ont trouvé des postes à droite à gauche, mais Ils restent dans les ministères? pas tous, parce qu'il n'y a pas forcément de place à pourvoir tout le temps. Parce qu'à cette époque-là, on était un des seuls ministères à faire des contrats cabinet. Donc, non, pas tous. Ok. Il y en a qui ont trouvé dans d'autres ministères, d'autres non, d'autres qui sont retournés vers la restauration traditionnelle, d'autres qui ont quitté le métier, mais il y a un peu de tout. Quand tu fais chef de rang, quand tu commences chef de rang, admettons que tu prennes 10 chefs de rang aujourd'hui qui démarrent genre, à la fin de leurs 3 ans chez Randy, admettons. Donc ils ont 18-19 ans. C'est quoi leur objectif ultime? C'est quoi le Graal pour un chef de rang? Il y a pas, on pourra pas en sortir vraiment un. Parce que moi, les ministères, j'ai pas connu ça par mon désir. À la base, c'était un truc que j'ai subi, entre guillemets. Parce qu'on m'a dit, allez au ministère de l'Agriculture. Et c'est là où ça m'a plu. Du coup, après. Mais à la base, j'avais aucune idée de ça. Je savais pas que ça existait. Pour moi, j'étais encore un petit et je m'imaginais qu'un ministre mangeait au restaurant tous les jours. Et que, je sais pas, j'imagine pas tout ça dans un ministère. Donc, après, moi, j'ai eu d'autres rêves que ceux que j'avais au préalable. Mais ça dépend. Il n'y a pas vraiment un rêve précis. Hein. Ok. Par exemple, si on voit, moi, quand j'ai commencé à faire Andy, on devait être 30 dans la classe, entre les cuisiniers et les serveurs. Et à la fin des 3 ans, on devait être plus qu'une dizaine. Qu'une dizaine à suivre le cursus. Ouais, à suivre le cursus. Il y en a plein qui avaient arrêté en cours de route. Est-ce que tu as un groupe d'alumni qui te permet de suivre un peu ce que d'autres ont fait ou pas? Pas vraiment. Il y en a un, mais soit il vit pas vraiment, soit moi, je sais pas bien comment le suivre, mais je vois pas souvent de choses passer. Ok. C'est un sujet, ouais. Dans les réflexions que j'ai par rapport à ce podcast, l'orientation, la réorientation, effectivement, l'idée de base, c'est d'aider mon petit frère. L'idée maintenant, c'est de voir un peu comment est-ce que tu aides au global les gens à être bien informés. Et pour s'informer, il faut possiblement des outils, tu vois. Est-ce que les outils, ils les ont, ils ne les connaissent pas? Bien sûr. Est-ce que les outils ne les ont pas? C'est un peu les réflexions que j'ai aujourd'hui. Mais et les questions que je te pose, du coup. Ok, donc tu fais Matignon, tu restes 4 ans, donc tu arrives à tes 23 ans. Jour pour jour. Il nous reste 7 ans. Mm. Donc là, il reste encore 7 ans de vie d'Antoine professionnel à couvrir. Donc 23 ans, tu sors de Matignon. Donc pourquoi tu sors? Parce que Édouard Philippe arrive au... Édouard Philippe arrive au pouvoir. Là, on me propose donc de faire ma passation. Et donc, du coup, je dis OK. Et je demande qu'on me fasse un contrat de 6 mois parce que je suis assez maniaque des fois dans ma tête. Et donc là, je voulais avoir fait 4 ans jour pour jour. Donc, j'ai commencé le 23 septembre 2013, j'ai terminé le 23 septembre 2017. Et j'ai demandé que le dernier jour, je termine à la même heure que celle que j'ai terminée le premier jour. Et donc, en fait, du coup, je fais ça. Après Matignon, j'ai rejoint une brigade de maître d'hôtel extra, parce que moi, je voulais donc une place de maître d'hôtel en fixe.
dans un ministère. J'en ai pas trouvé à ce moment-là, en tout cas pas qui me convenait. Donc j'ai rejoint une brigade Med Hôtel Extra qui travaille que dans les ministères et qui est principalement donc, au Quai d'Orsay, à l'Élysée, à l'hôtel de Matignon aussi, et après des clients privés ici et là. C'est intéressant parce que tu expliques toujours le pourquoi tu rejoins, tu changes de fonction. Juste rapidement, explique le comment. Comment est-ce que tu trouves du coup ce poste en brigade? Alors, forcément, pendant les 4 ans à Matignon, j'ai croisé du monde, j'ai croisé différents cabinets, différents premiers ministres et différents hommes politiques d'ici ou ailleurs. Et donc j'ai croisé le responsable de cette brigade d'extra à de multiples reprises qui souvent me disait « Antoine, viens travailler avec nous, je te garantis que moi je te fais travailler ». Et à chaque fois je disais non, non, non. Et à un moment donné, en fait, j'ai dit « Bah oui, je suis là. Donc maintenant, t'as mon numéro, tu m'appelles et je suis là tous les jours avec le problème ». Et donc de là, on a pu travailler. Surtout que c'est une époque, si je me souviens bien, où tu as énormément travaillé. Ouais, en extra, bah justement, c'est ça, on nous appelle pour des missions qui sont extraordinaires. C'est pour ça qu'on n'est pas des agents en fixe dans une maison. C'est qu'il y a un moment donné, il y a un surplus d'activité, donc il y a besoin de faire appel à ce type de personnel. Donc, on vous appelle à nous. Et là, bah forcément, on ne nous appelle pas pour aller essuyer de la vaisselle pendant 1 heure et repartir. On nous appelle parce qu'il y a un dîner de sang, un cocktail de sang, ou un dîner avec la reine d'Angleterre à Versailles, ou que sais-je. Et on dit que tu as rencontré la reine d'Angleterre. Ouais. Et on peut mettre en podcast maintenant. Oui, oui. Non. Bah si. Non. Bah si. si, mais c'est pas... Moi, j'ai rencontré encore mieux, mais oui. Attends. On va faire un classement, on va faire le top 5. Je sais pas, chacun fera son classement. Parce que moi, j'ai rencontré le joueur de l'Olympique de Marseille et ce sera les top 1. Mais On demande ton classement aujourd'hui. On demande pas le référencement de toutes les stars que tu as rencontrées. On met la reine d'Angleterre dans le classement des stars. ouais, dans le classement des stars. Dans le L'univers classement des stars. Après, on peut mettre aussi, du coup, Barack Obama, Vladimir Poutine. Non. Si, Netanyahou. Star étant un mot relatif aux gens qui sont connus, les gens Zidane. Et donc ça, Zidane, c'est où pour toi dans le classement? Ah, Zidane, Marseille, football, numéro 1. Zidane, c'est très haut, ouais. Ok. Zidane, non, c'est le boss. Et donc tu as fait, pardon, du coup on s'est un peu perdu, mais je savais pas en fait. Je savais pas que tu avais rencontré autant de personnalités. Non, si, ouais. Et c'est vrai que c'est des métiers qui t'exposent énormément et je pense que le niveau de pression doit remonter d'un cran quand tu... Mais je sais pas si les gens ont vu, par exemple, je sais plus qui c'est qu'on a reçu à Versailles pour un déjeuner avec le président Macron. Donc le président Macron. Ouais, qui a fait un déjeuner. Attends, juste, quand toi t'es à Versailles, le président Macron, c'est sous quel format? Non, moi j'y étais pas là à ce moment-là. Ok. Il y a eu un déj là à Versailles cette année qui vient de s'écouler. Ouais. Je sais plus qui on recevait là-bas, mais typiquement, je voyais des vidéos qui circulaient sur Instagram de ça, de ce déj, de la mise en place, de tout ça, et même du service en lui-même. Et j'ai vu des amis à moi qui passaient et qui faisaient le service. Donc c'est marrant. Et donc, si j'étais encore à Paris à ce moment-là, bah, j'aurais forcément été là-dessus. Donc peut-être que j'aurais apparu dans votre feed Insta. Habillé de ma plus belle queue de pied et de papillons et gants blancs. Tu ressens quoi quand tu reçois une personnalité d'autant plus une personnalité qui te plaît? Bah, au début, quand j'étais plus jeune, du coup, j'entends forcément très content et un peu excité. Mais je suis aussi toujours très mesuré dans mes réactions, dans mes émotions. Donc c'est jamais trop bien et c'est jamais trop mal. C'est toujours c'est cool, c'est bien. Donc ça va. Donc j'étais content de le croiser, ou de les croiser. C'était marrant. Et donc forcément, ça avait un côté un peu impressionnant. J'étais pas stressé pour autant, mais c'est un peu impressionnant. Et après, bah forcément, comme toute chose, ça devient la norme. Il n'y a plus de notion d'exceptionnel là-dedans. Parce que bah, on voit ça tous les jours, donc ça perd un petit peu en saveur. Enfin, c'est pas que ça perd en saveur, mais on a l'impression que ça perd en saveur parce que on est habitué, donc on devient soit résigné, soit lassé. Heureusement, pour moi, ça ne l'était pas. C'est juste que bah, c'est comme quand on vient d'avoir un animal de compagnie, on fait tous attention à son petit chiot au début, on le regardait tout le temps. Et après, on fait moins attention, mais c'est normal. Et il faut juste pas oublier la valeur que ça a. J'ai encore vu une dame là tout à l'heure dans le 6e qui traînait son chien saucisse, on appelle ça comment? Chien saucisse. Tu sais, elle le tirait. Ça a l'air hyper mignon et je pense que tout le monde est gaga, mais je pense qu'elle s'en fout un peu. Bon, elle est bien, mais elle a tiré 12 fois, la 13e fois, je dois... Exactement, mais tu vois, moi je pense même pour un iPhone. Quand j'avais pas d'iPhone encore dans ma vie, quand j'étais plus jeune aussi, j'étais trop en extase sur ceux qui avaient des iPhones. Je me disais, ça va être trop bien la vie avec un iPhone. J'ai un iPhone tous les jours, maintenant je m'en fous. Ça ne fait rien. Après, tu vois pas Zizou tous les jours. Non, je vois pas Zizou tous les jours, ça c'est clair, j'étais content quand je l'ai vu. Et quand j'ai dit que c'était un plaisir de le servir et qu'il m'a dit merci.
Ça, bon, je me suis dit, bon, il parle pas vraiment, en fait, c'est vraiment vrai. Extra, tu le fais pendant combien de temps? Je le fais pendant un peu moins de 2 ans. Et donc au début, tu partais du constat que tu voulais un poste de maître d'hôtel. Tu n'en trouves pas qui te corresponde exactement. Ouais. Donc tu fais extra, maître d'hôtel en extra. Voilà, pour avoir marqué maître d'hôtel sur mon CV. D'accord. Et je me suis dit aussi que c'était pas mal parce que on en revient encore à la notion d'adaptabilité. Maître d'hôtel extra, ça veut dire nouvelle maison tous les jours, nouvelle façon de travailler tous les jours, nouveaux collègues tous les jours et nouveaux horaires tous les jours. Donc du coup, il faut être disponible, adaptable et ça permettait du coup d'avoir donc différentes maisons, d'élargir mon réseau de connaissances et de connaissances pro et perso. Et ça pouvait aussi montrer sur mon CV que je savais naviguer. En fait, tu deviens freelance, tu deviens indépendant, tu deviens Ouais. Antoine Bouquinet, compétent, talentueux dans son rôle et donc capable d'offrir ses services à une personne en demande, quoi. Exactement. Et donc là, tu fais plus que les ministères. Là, je fais beaucoup de ministères, beaucoup, mais pas que, parce que justement, de par ces occasions-là, j'ai eu travaillé, par exemple, à un moment donné pour Natif 6, en extra, pour un cocktail, je sais plus. Et à cette soirée-là, j'ai rencontré une dame qui m'a apprécié, qui m'a dit, bah écoutez, moi, j'ai souvent des dîners chez moi, est-ce que vous pourriez venir et travailler à la maison? Donc j'ai dit avec plaisir, voilà mes tarifs. Elle a dit ok, et donc elle a pris mon numéro, elle m'a appelé souvent, donc je travaillais pour elle. Et d'autres personnes après, donc je n'ai pas divulgué l'identité, mais j'ai développé aussi du coup des clients privés pour moi, perso, où je travaillais pour eux directement, ils m'appelaient en direct et j'allais chez eux. Et moi, je pouvais fournir aussi du coup une team, cuisinier, je pouvais venir avec des collègues maîtres d'hôtel, et c'était très bien. C'est quoi ton bilan à la fin de ces 2 ans d'extra? Alors en fait, ça s'est arrêté pas parce que je l'ai souhaité vraiment, c'était un soir surtout déjà où on avait travaillé à l'Élysée, ça avait été particulièrement pénible, je ne sais plus dire pourquoi. Et c'est là où j'ai décidé d'arrêter les extras et de partir en Australie, on y viendra après. Mais le bilan était super positif parce que j'ai développé du coup des connaissances, développé un réseau et je commençais à être entre guillemets quelqu'un, un petit peu, Surtout que un petit peu plus. t'es parti de Matignon étant chef de rang en disant bon, je trouve pas le métier de maître d'hôtel qui me convient, et au final, t'exerces ton maître d'hôtel dans les plus grands ministères, l'Élysée, Matignon. Quai d'Orsay, ouais, tout ça, ouais, bien sûr, Ok. c'est cool. Et donc un soir où c'est pénible, c'est quoi? Enfin, ok, le déclencheur du coup de partir? C'est un soir quand je sors de l'Élysée, ça m'avait un peu énervé et du coup en allant à mon scooter, je tape sur mon iPhone que j'avais déjà du coup. Partir loin et vite en étant jeune. Et là je découvre Redis ça doucement. partir loin et vite en étant jeune. Donc t'es sur un scooter un soir, Non, je vais à mon scooter. tu vas à ton scooter, Ouais. tu sors d'une soirée compliquée, Ouais. tu te dis merde, ça vient de Ça me mal. saoule et je vois partir loin et vite en étant jeune. Et là j'apprends qu'il y a cette possibilité de faire un Working Holiday Visa. Et je me dis mais ça c'est génial. J'ai un ami qui habite à Londres qui m'appelle, je lui en parle et il me dit qu'est-ce que tu me saoules à dire que tu vas partir en Australie, viens avec nous à Londres, parce qu'il y a déjà des potes qui étaient à Londres, tu peux travailler au restaurant avec nous, tu vas apprendre à parler super bien anglais, ça va être top, et tu peux habiter à la maison avec nous aussi, c'est génial. Et je dis non, ça m'intéresse pas, moi si je veux, j'ai envie de partir et d'être en galère. Donc je vais partir en Australie loin, comme ça il n'y a pas d'histoire de pouvoir revenir à Paris tous les 4 matins. J'ai aussi jamais croisé autant de Français qu'à Londres. Donc du coup, allez, ciao, on se taille en Australie. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à baisser un peu les extras. Et je partais en Australie peut-être 5-6 mois après. Ok, ah oui, donc il y a eu une transition où t'as quand même anticipé l'Australie sans te jeter en Australie tout de suite. Ouais, sans me jeter dedans non plus, je suis pas non plus taré. Mais juste, en fait, fallait faire une demande de visa, donc je l'ai faite. J'ai eu ce visa-là. Et après, juste un peu voir dans quelle ville je voulais atterrir, qu'est-ce qui était possible de faire comme travail là-bas. Et une fois que j'ai vu tout ça, j'ai dit bon, bah allez, maintenant on fait mon sac et voilà. Et donc enfin, partir loin seul, Partir loin et vite en étant jeune. partir loin et vite en étant jeune. Donc c'est pas forcément partir seul. Ok, donc tu refais 6 mois en France et donc les raisons du fait de partir, donc les raisons du fait de partir, c'est extra, j'ai un peu fait le tour, j'ai une soirée pénible, c'est compliqué. Et après, apprendre l'anglais. Apprendre l'anglais, encore adaptabilité dans un milieu qui n'est pas du tout le mien. Et pour le coup, en Australie, j'ai une vie qui était complètement différente de la mienne à Paris. Je voulais aussi quitter ça, parce que en extra, forcément, je gagnais très bien ma vie, c'était cool. Mais zéro vie sociale, enfin en tout cas très peu.
jusque-là, pardon, est-ce que dans le déroulé du podcast, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai pas assez creusé? Est-ce que ça Non, dans les détails? là, c'est partie extra, donc du coup, il reste encore d'autres parties derrière, c'est ce qu'on arrive à maintenant, mais ouais, non, Parce que là, 2 ans d'extra, donc tu avais 23 ans en sortant de Massillon, ouais, à peu près, ouais. 25 ans en sortant d'extra, donc il nous reste encore 5 ans. Donc Ouais. 25 ans, tu pars en Australie. Ouais, je pars en Australie. 25 ans, c'était déjà 5 ans que tu es parti en Australie. Ouais, à peu près, c'est ça. Waouh. Ok, donc tu arrives où en Un Australie? peu plus. J'arrive à Brisbane. Ok. J'arrive à Brisbane au moment où c'est un peu l'hiver à Brisbane, mais bon, pour ceux qui connaissent Brisbane en hiver, c'est pas non plus la ville la plus terrible. Donc c'était pas Tu mal. me dis, je pars pendant le temps de mon visa. Je me dis que je pars 1 an à la base. Et alors je me dis, je me ferme aucune porte. Il y a une possibilité de faire une demande de visa pour une 2e année qui demande de travailler dans l'agriculture australienne. À l'époque, c'était que ça. Et donc du coup, je me dis, il faudra faire ces jours de ferme à un moment donné pour pouvoir ne fermer aucune porte si jamais je veux rester une année supplémentaire. Et donc du coup, de là, de Brisbane, on fait, parce que du coup, je suis parti là-bas avec un ami à qui j'ai proposé, qui m'a rejoint, enfin qui en est parti même ensemble d'ailleurs. Et donc de là, on est à Brisbane, on fait tous nos papiers pour pouvoir travailler et être enregistré en Australie. Et on part ensuite vers Sydney, où à Sydney, à côté de Sydney, on travaille dans une ferme de poules. Mais alors là, c'est pareil, c'est une agence d'intérim. Donc pareil, c'est un peu extra aussi. Et soit des fois, on va vacciner des entrepôts avec 15 000 poulets à l'intérieur. Soit des fois, on doit nettoyer les pondeuses toute la matinée après ramasser les œufs et nettoyer un peu l'entrepôt. Soit des fois, on doit nettoyer tout un entrepôt qui est vide et le préparer pour l'arrivée de poussins qui ont 2 jours. C'est énorme. Il y a plein de missions différentes comme ça. L'agence d'intérim, tu la trouves comment? Parce que on a croisé quelqu'un là-bas qui travaillait pour cette agence d'intérim-là, et donc on s'est pointé un jour, on a fait tout le dossier. Un Français, ouais, un Français. Et donc voilà, on a fait ça. Tu parles anglais, mais pas trop. Non, je parlais anglais, mais pas trop. Tu sais pas trop où tu vas taffer. Je savais pas trop où j'allais travailler, je savais pas trop quel papier il fallait exactement. Enfin, je savais un peu quel papier il fallait, mais je savais pas trop où est-ce qu'on devait se rendre pour tout ça. Et en fait, ça se fait assez facilement. Je pense que dans tout, il faut arriver à se faire confiance. Parce que je pense que nous, on est déjà notre première limite et notre première barrière. Donc à partir du moment où on a compris ça, je pense que ça permet quand même de pouvoir avancer pas mal. Ah, mais c'est clair que toi, tu tapes tes barrières, ouais, au fur et à mesure. Et tu avais tapé la première barrière en disant, j'allais définir ta première barrière, mais ta première barrière, elle est quand même assez tôt. Donc, quand on commence ton cursus, ton parcours à partir de 15 ans, on te met un peu en doute sur ta capacité à faire du général VS Ferrandi. Et là, tu tapes ta première barrière en disant, ok, même à Ferrandi, mais un ultimatum, cet ultimatum, Ouais, pas de problème. ça passe bien, pas de problème. Ouais, pas de problème. Ouais. Mais c'est marrant, mais ouais, c'est vrai, depuis tout le temps, même si je savais que je travaillais pas à l'école et tout, je suis assez persuadé que ma vie se passera correctement. Parce que, je sais pas, je dis toujours ça, mais je trouve que la vie est assez facile, entre guillemets. Dans le sens où on connaît tous la règle, il faut travailler, faut arriver à être heureux, faut avoir une vie, voilà. Enfin, pour moi, c'est pas très très compliqué. Il y a des événements qui peuvent la rendre un peu plus compliquée. Mais à la base, c'est pas très très compliqué. Les règles du jeu sont assez simples et claires et connues de tous. Il n'y a rien qui est opaque. On sait tous que pour gagner des sous, il faut aller travailler. Je me note de temps en temps des petits passages qui sont intéressants, ouais. Et que j'aimerais souligner aussi après cette interview. Tu es en Australie. Je travaille dans cette ferme de Ta poulets. première mission, c'est une ferme de poulets. Ouais. Ça dure combien de temps? Ça dure quelques mois jusqu'à ce qu'un jour, je dise non, parce que des fois, on nous appelait le matin à 4h pour dire il faut être à 6h dans telle ferme. Et c'est une ferme qui était à 150 km de chez nous. Et nous, on avait acheté une voiture en Australie. Donc du coup, on a fait ça un peu de temps. Et après, j'en avais un peu marre d'être appelé au pied levé comme ça, parce qu'on avait un qui avait dit non. Et qu'on se dit, on va appeler les 2 Français qui viennent d'arriver, là, allez hop, Antoine et machin, vous venez là-bas. Donc moi, j'ai dit à la dame, après, maintenant, si vous voulez travailler avec nous, vous ne travaillez pas de cette façon-là, vous nous appelez tel jour, à telle heure. Enfin, la veille jusqu'à telle heure, sinon, comptez pas sur nous. Et donc, elle m'a dit, oui, ok, c'est compris. Et dès le lendemain, en fait, elle m'a appelé à 3h30 du temps pour être à 5h à une ferme. Donc là, je lui ai dit, écoute, compte pas sur moi. Elle m'a demandé pourquoi. Et je lui ai dit, tu remontes la conversation et tu comprendras pourquoi. Et donc de là, il fallait se mettre forcément en quête d'un autre travail. On avait gagné un peu de sous, donc ça tombait bien parce qu'on n'avait pas non plus les poches pleines, étant qu'on avait acheté une voiture. Tu gagnes combien quand tu travailles un jour dans une ferme de poules en Australie? J'ai plus une idée du salaire, mais forcément plus intéressant que si tu fais ça en France comme leader. Parce que en Australie, quand on travaille, on a un pouvoir d'achat quoi qu'il arrive. N'importe quel travail, on a un pouvoir d'achat et on vit. Donc de là, il faut se mettre en quête d'un autre travail. On trouve un autre travail qui est
complètement à l'opposé. C'est dans le nord-ouest, à côté de Darwin. Donc, trajet extrêmement long. Et donc, on part de là-bas. Et c'était pour aller faire agent de ménage dans des écoles ou dans des bureaux. C'était génial. On travaillait pour un Mauricien. Je me suis dit que ça allait être super. Parce qu'il parlait français. Donc, ça allait pouvoir permettre de casser certaines barrières. Quelle barrière? De la langue. Ok. De comprendre vraiment ce qu'il voulait et tout ça. Il y a la barrière du racisme des Français aussi, non? Ouais, en Australie, beaucoup. Ouais, beaucoup de... Enfin, en tout cas, dans les campagnes, beaucoup de racisme avec les Français. Ok, donc le Mauricien il t'embauche. Et le Mauricien m'embauche que sur un texto. Je lui dis salut Vijay, pareil que tu cherches des gens, nous on est 3, on peut venir travailler pour toi si t'es ok. Et il me dit ouais bien sûr, appelez-moi quand vous êtes dans la ville. Il sort d'où le troisième? C'est un ami de mon pote qui est venu, qui était déjà là-bas lui. D'accord. Et donc du coup je dis ça on est 3. Et le gars me dit ouais pas de problème, envoie mon message quand t'es dans la ville. Et je lui dis mais d'accord, mais tu me fais un contrat, ça se passe comment du coup si je débarque là-bas? Il me dit bah appelle-moi quand t'es dans la ville et je viendrai vous chercher. Ça me paraissait tellement simple, mais on était à l'opposé. Et en même temps, on mettait un peu toutes nos économies aussi pour faire ce trajet en voiture. Pourquoi? Parce que ça coûte cher, enfin c'est super long, donc il faut mettre l'essence. C'est-à-dire c'était un peu long aussi. Et on n'avait pas beaucoup de sous de côté là à ce moment-là. Et donc du coup, après il faut trouver aussi là-bas à se loger, je savais pas moi. Donc dans les villes australiennes, il y a quand même souvent des espèces de motels, enfin des backpacks, dans lesquels on peut dormir, ça coûte pas très cher. Mais bon voilà, il faut pouvoir se nourrir, on est 3, tout ça, donc bon, ok. Donc on fait cette route-là, on arrive dans la ville, je l'appelle, et il répond, il me dit ouais j'arrive, et donc 10 minutes après il est là. Et il nous dit bah venez, on va commencer sur le premier site, c'est aujourd'hui là. Mais qu'est-ce qui fait que tu lui fais confiance? Moi. Moi je me dis bah il m'a répondu, et il me dit viens, appelle-moi, donc bah ok, on va y aller, on va voir. De toute façon, ici dans la ville où on était, on n'avait plus rien à gratter. Soit on allait à Sydney, mais alors du coup pas la même histoire, parce que Sydney, bah grande ville, beaucoup plus de concurrence pour les backpackers. Loyer beaucoup plus cher et on pouvait pas se le permettre, donc fallait tenter quelque chose. Et on m'avait toujours dit aussi, enfin on m'avait pas toujours dit ça, mais j'avais toujours regardé sur les groupes, du coup quand j'ai essayé de partir en Australie, je m'étais mis sur des groupes de backpackers et tout ça, et il y a plein de gars qui disaient n'hésitez pas à bouger si vous ne trouvez pas de travail ou si vous en avez marre d'une ville. Et donc moi cette fois-là je me suis dit on va pas commencer à hésiter maintenant, même si on vient d'arriver. Donc là vas-y, le gars il me dit on peut bouger, on bouge. Et j'ai parlé de ça avec mon pote qui lui était assez malléable comme moi, il m'a dit ouais ok bah ouais on bouge, donc on a bougé. T'arrives, il vient te chercher, il te propose une première mission du coup. Il vient nous chercher et il nous dit bah voilà, montez dans telle voiture ou suivez-moi avec votre voiture et je vais vous montrer le premier site où on travaille. Donc on est arrivé, il dit bah voilà, faire le ménage ici, tiens t'as un seau ici, t'as des serpillères, là t'as des aspirateurs, là t'as des lavettes, vas-y. C'était quoi le site? Un bureau qui vient en aide pour les aborigènes, pour les aider à se réinsérer dans la vie. Et voilà, mais c'était vide, il n'y avait plus personne, c'est la fin de la journée du bureau et il fallait tout nettoyer, vider les poubelles, mettre des nouveaux sacs poubelles. Donc les poubelles du bureau aussi, nettoyer tout, les claviers, les bureaux, les écrans, passer un coup de serpillière sur le sol, à des endroits où c'était la moquette, passer l'aspirateur, nettoyer les portes, nettoyer les toilettes, tout ce truc-là. Donc tu sors d'un entrepôt de poulet et t'arrives à l'autre bout du pays, Ouais. dans les locaux d'une asso pour la nettoyer. Ouais. Et donc ça c'était la seule mission qu'on a faite ce jour-là, et après on travaillait le lendemain, et là c'était le ménage dans des maisons chez des particuliers, ménage dans des écoles, ménage dans des entrepôts aussi, dans des usines, des trucs comme ça. C'est quoi le type de contrat? C'est que du black? C'est pas du black du tout, non, c'est encore en casual. Ça veut dire que c'est extra, pareil. Tous les jours, en fait, à la fin de chaque semaine, on envoie toutes nos heures et les sites sur lesquels on a travaillé à son comptable et on reçoit un virement sur notre compte. D'accord. Voilà. Et tu signes un paplard à un moment donné? Je signe aucun contrat, rien. En Australie, il n'y a pas besoin de contrat. Un texto, c'est un contrat. Et donc, tu as 25 ans, ta deuxième mission. Ouais, non, j'ai 25 ans. Ouais, Quand la dame que tu connaissais est passée en face de la terrasse où on est assis et a dit il a une vie hyper riche, construite, et qui l'a amené à ce poste-là hyper intéressant qu'il a au Rwanda, elle n'avait pas tort quoi. En fait, si je voulais creuser pendant 3h30, on pourrait le faire. Ah, bien sûr, ouais. Surtout que moi, je suis bavard en plus. Mais ouais, non, c'est clair. Non, et donc, du coup, ça, Australie, trop bien, on fait ça pendant un peu de temps. Et en fait, à un moment donné, je sens que le vent tourne un petit peu. Et il y a un vendredi soir, où Vijay, du coup, pour ne pas le nommer, notre patron mauricien nous dit « Merci les gars, très bien, à lundi ». Et il parle français. Et on est pris dans un backpack, là où habitaient deux de nos collègues chinois aussi, donc on les ramenait tout le temps au travail, et on les ramenait ensuite à la maison aussi avec nous dans notre voiture. Et donc il me dit ça.
Et le lundi, non, pardon, pas le lundi, le vendredi soir, moi, je suis dans l'espace commun du backpack, sur la terrasse, dans le jardin, à côté de gars qui font des barbecues et compagnie, en train d'essayer de me connecter sur un VPN Schlag que j'ai gratuit pour regarder un match. Et là, je reçois un texto du fameux Vijay qui, cette fois-ci, me parle en anglais et qui me dit « Thank you, Antoine, Alix and Thibaut. Easy Clean Services doesn't need your service anymore. Thank you for sending me your timesheet and we will pay you next week. » Voilà, juste ça. Et du coup, là, je lui réponds en français et je lui dis « Merci Vijay, ça fait toujours plaisir d'apprendre ce genre de nouvelles par texto pour quelqu'un qui prétend être direct. » Forcément, j'ai pas de réponse à ce message-là. Et on n'a pas été payé du coup la dernière semaine. On avait dû faire une carte spéciale pour travailler dans l'école parce qu'on était au contact des enfants qu'on a dû payer nous. On n'a pas été remboursé de cette carte-là. Pourtant, on devait l'être aussi. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Soit il a perdu des contrats sur des endroits et donc plus besoin de nous. Soit il n'a pas été satisfait de notre travail et il nous a rien dit. Ou il a dû manquer de trésor et il a dû Peut-être, gagner ouais. une semaine, ouais. Peut-être, ouais. Une semaine fois Mais en 3. tout cas, pour le coup, alors... Parce qu'on parle de combien là? Admettons que tu fais une semaine à 3 Français. On parle de quoi? On parle de plusieurs milliers de dollars. En dollars? Ouais, parce que avec tout ça, on arrivait peut-être à des semaines faciles à 900 $. Peut-être. Ouais, peut-être 900 $ par personne. Ouais. Donc 3 fois 9, 27. Ouais. 2700 $, il a dû vouloir peut-être gagner 2700 $, quoi. Ouais. Plus. Après, il y avait chacun la carte qui coûtait 50 $. Ouais. Ok, excellent. Vijay, on ne sait pas s'il va nous écouter Ah, je suis pas sûr. sur ce podcast-là, peut-être. Hein. J'ai encore tes coordonnées si on veut lui envoyer. Tu sais que récemment, à force de poster sur LinkedIn, je postais très peu, je faisais très peu la promotion de ce podcast. J'espère que ça va changer un petit peu entre... il y a un réseau sur lequel ça va, c'est LinkedIn, un réseau sur lequel c'est ok, c'est Insta, et encore jamais d'un point de vue pro. Il y a un réseau sur lequel je suis un boomer complet, c'est TikTok. Il faut que je continue à poster parce qu'il y a une cible qui est évidente, c'est les 16-23, avant la cible des 23-28-35, bref. Et en fait, déjà sur LinkedIn, j'ai des gens qui nous écrivent ou qui écrivent aux interviewés en disant je vous ai trouvé sur LinkedIn. Donc on sait jamais, Vijay, si tu nous entends, il y a 2700 de crédit que tu dois rembourser à Alix, Thibaut et Antoine. On peut t'envoyer un RIB et un IBAN si tu veux. Mais donc tu sens que le vent tourne, il te paye pas, t'as 900 $, 150 $ dans le... Et en plus, Dans le- il payait toutes les 2 semaines. Et donc là, on arrivait, je crois, à la fin des 2 semaines où il devait nous payer. Aïe. Et donc là, on n'avait plus beaucoup de sous encore une fois. Donc bah pareil, il faut bouger, il faut tenter un truc. Et là, à ce moment-là, ça pouvait être c'était la saison des bananes dans le nord de l'Australie aussi, mais de l'autre côté, au-dessus de Brisbane, à Cairns. Mais quand tu dis dans l'autre côté, tu mets combien de kilomètres à rejoindre Cairns? Je sais plus, attends, on va regarder tout de suite. Mais c'est genre 500. Non, beaucoup plus. On va mettre... Sachant que quand tu vas, du coup, tu fais un nord-sud France, il y a quoi? Il y a 1000 km, 1200. Ouais. Et donc là, ça me crée les distances que tu couvres en fait pour aller d'un point A à un point B. Attends, tu vas regarder, mais. Là, en fait, il est en train de regarder son téléphone. Il va taper je ne sais quelle ville en Australie vers Cairns. Voilà. Distance entre Darwin et Cairns, 1700 km. Wow. Mais ça, c'est pas le plus long, hein, mais ouais. Sachant Et que alors- Cairns était moins long que la ville initiale à Darwin. Et là, ils me disent que sinon, la distance par la route est de 2766,6 km. Putain, c'est... Ok, donc ça commence à faire, ouais. Ok, donc tu bouges et donc tu vas à Cairns. Et là, tu enchaînes sur une mission. Donc, jusqu'à maintenant, combien de mois se sont déroulés? Je sais plus exactement la temporalité, mais quelques mois. Ok. Donc de là, on va à Cairns. Il fait plutôt beau à Cairns et on a un backpack qui est juste à côté du centre-ville, enfin dans le centre-ville d'ailleurs, mais juste à côté du lagon. Donc tous les jours, il fait beau, on va un peu se baigner et gratter le wifi là-bas. Et on cherche un peu de travail et en fait, on trouve pas grand-chose. Et à un moment donné, en fait, je me dis juste, on va parler avec le gars de la réception et lui demander s'il connaît pas d'endroit où on peut travailler. Et ce gars-là me dit, bah si, j'ai un ami qui travaille dans une ferme de bananes. Il m'a dit qu'il cherchait du monde, c'est à 1 heure d'ici. Vous pouvez travailler là-bas. Donc on dit ok, et il dit, bah, on vous rappelle, non, je vais l'appeler et revenez me voir dans 1 heure. Et 1 heure après, en fait, c'était bien. Il avait eu son pote a dit oui. Donc on s'est dit qu'on allait faire ça. Là, on a parlé avec des gens de là-bas qui nous ont dit, ah non, mais vous êtes fous,
la ferme de bananes, c'est le métier, c'est le plus physique, c'est horrible et tout ça. Et on s'est dit, on est peut-être fous, mais on a un peu faim aussi. Donc, à un moment donné, il faudra bien manger, mettre de l'essence dans la voiture et tout ça. Donc, on est parti là-bas. Et en plus, c'était pas mal parce que c'était un poste qui nous offrait. Proposait aussi un logement avec le poste. Forcément, il fallait payer pour le logement, mais on savait qu'on arrivait là-bas, on avait un toit, on n'était pas obligé de payer tout de suite. On pouvait commencer à travailler, gagner des sous, parce qu'en Australie, on peut être payé le jour, tous les 3 jours et toutes les semaines aussi. Donc, du coup, là, on était payé toutes les semaines. Et donc, je savais qu'en ayant travaillé la première semaine, on pouvait largement payer la chambre pendant une semaine et avoir des sous pour commencer à vivre. Voilà, c'était cool. Ok. Donc tu fais ça pendant combien de temps? À la ferme de bananes, je suis resté 4 mois en tout. 4 mois en tout? Ouais. Et tu confirmes que c'est vraiment le poste le plus pénible? Bah non, parce que j'ai pas fait tous les postes de ferme. Mais en tout cas, c'est dur, ouais. C'est vraiment dur. Ouais, physiquement et mentalement. Et c'est là où j'ai connu du coup le racisme pour la première fois de ma vie. Et là, c'était costaud, ouais. C'est quoi? Ouais. C'est le racisme des Français? Ouais, raciste des Français, très raciste envers les Français. Celui que j'ai eu, moi en tout cas, parce qu'ils disent que les Français, on n'est pas humble, pas feignant, qu'on veut pas travailler, qu'on se la raconte et tout ça. Ce qui est pas totalement faux, ce qui est même plutôt vrai. Mais je pense que c'est pas propre aux Français. Il y a aussi d'autres gens comme ça. Et ils disent aussi, du coup, les Français veulent pas travailler, qu'ils se retrouvent à voler dans les centres commerciaux. Et donc, ils appellent ça le French shopping. Le French quoi? Shopping. Le French shopping, c'est le fait de rentrer, de sortir avec des artistes sans payer. Ouais. Très bien. Parce qu'il y en a plein qui allaient dans des caisses automatiques. Ils avaient un pack de coca et ils passaient pas leur pack de coca, par exemple. Mais bon, j'ai vu des Allemands le faire, j'ai vu des Italiens le faire aussi. Enfin, c'est pas propre aux Français. Il y a peut-être des Français qui ont fait de la merde, certes, mais pas que. Donc, il faut arrêter de nous stigmatiser. 4 mois, ferme de bananes, tu rencontres du monde dans ce logement qui est... Je rencontre du monde parce qu'on est logé forcément dans un endroit où on peut pas quitter, on doit vivre que là. Et donc de là, je rencontre du monde et on travaille 4 mois à différents postes. Combien d'heures par jour? Tous les jours, on commence à 8h et on termine à 17h, en gros, à peu près 17h. Avec une pause déj? Avec un quart d'heure de pause le matin et un quart d'heure de pause le midi. Un quart d'heure de pause le midi? Ouais, et c'est comme à l'usine, c'est une cloche qui sonne. Pour ceux qui sont en entrepôt, ils entendent la cloche. Mais moi, j'étais pas dans l'entrepôt la plupart du temps, j'étais dans les champs, dans les champs. Et donc, du coup, là, c'était notre superviseur, parce qu'il y a un superviseur ou plus, d'ailleurs, selon chaque poste. Et quand c'était le moment, le superviseur nous prenait la voiture et il nous ramenait au shed principal, enfin, à l'entrepôt principal, pardon, où on prenait notre pause de 15 minutes. Donc, ça donnait globalement le temps de boire un thé, de se faire une cigarette et on devait repartir. Mais moi, j'ai fait ces 4 mois-là parce que les 4 mois me permettaient d'avoir mes 88 jours dans l'agriculture australienne pour pouvoir apply pour un deuxième visa. D'accord. C'est là où c'était intéressant. Et au bout de 4 mois, quand tu as eu tes 88 jours, c'est ça? Au moment où tu as eu ton 88e, bah non, 4 mois, c'est bien plus 88 Ça jours. fait plus, mais en fait, pour compter tous tes jours, il faut faire tous tes jours dans la même ferme. Tu ne peux pas compter tes day off, le week-end. Il faut compter que tes jours ouvrés, où tu as fait tant de jours de travail, je sais pas quoi. C'est tout réglementé, enfin, c'est une réglementation un peu particulière. Et après, c'est le gouvernement ou la ferme qui t'envoie un papier qui dit que tu as fait tes 88 jours. Et donc, moi, le jour où c'est mes 88 jours, on est venu me voir 2 jours avant pour me dire que ça allait être à tel jour. Et le jour au J, on m'a donné le papier. Et c'était en plein milieu de la semaine, je me souviendrai toujours. Parce que tous les matins, on se réveillait à la ferme, on prenait un petit déj ou non d'ailleurs, et il y avait un bus de la ferme qui venait nous chercher tous et qui nous amenait tous à la ferme. Et ben moi, le matin où j'avais mes 88 jours, du coup, je suis allé, normal, pour faire mon dernier jour de 88, et pour prendre mon papier. Mais le jour du lendemain, tout le monde s'est réveillé, moi je suis resté dans mon lit, tranquille. J'ai dit, moi je mets plus un pied dans cette ferme, salut. Et toi, Alix ou machin, ça, si tu veux, tu peux prendre mes bottes, je les ai rangées là, et toi, tu peux prendre mes autres chaussures, elles sont là-bas. Et t'avais pas ton enjeu financier était résolu aussi? Non, ouais, je m'en foutais là, ouais. Là, plus d'histoire. Là, plus d'histoire, c'est bon. J'avais des sous, ça allait très bien. Un jour en ferme de bananes en Australie, ça... Je sais plus, parce que pareil, c'était en fonction des heures que tu faisais, des fois on faisait plus. Mais par semaine, on devait arriver, je crois, à 1000 et quelques dollars. Donc c'est pas si facile que ça de trouver un job en Australie? Ouais. Par contre, quand tu l'as... Enfin, moi, j'ai trouvé en tout cas que c'est pas si facile que ça. On voit plein de vidéos où il y a des gars maintenant sur Insta qui disent regardez mon séjour en Australie, je travaille dans les mines et tout ça, c'est pas si facile que ça de les trouver. Pas de truc, c'est si facile. Et ce qui était aussi compliqué, c'est que j'ai croisé quand même beaucoup de personnes qui étaient plus jeunes que moi, et en tout cas aussi plus jeunes dans la tête, j'ai envie de dire, parce que moi, j'ai quitté la France en ayant une situation, en étant un peu reconnu dans mon travail,
Et donc en étant entre guillemets quelqu'un, j'arrive en Australie où je suis un nobody et je suis comme ces jeunes-là. Et donc du coup, forcément, toutes les choses de la vie courante n'ont pas le même attrait. Pour certains, c'est trop cool de pouvoir vivre tout seul pour la première fois de leur vie. Moi, c'est un truc que j'ai déjà expérimenté. De gagner un salaire, quand on gagne 2500 $ par semaine, par exemple, bah, pour certains, c'était déliant et devenait ouf. Moi, je ne vais pas dire que j'ai gagné 3000 € par semaine, mais juste, j'avais déjà gagné mon salaire, je vivais déjà. Donc tout ça, ça n'avait plus du tout la même saveur non plus. Donc eux, ils étaient avec ça, certains sur ça, d'autres non, mais voilà. Donc tu fais 4 mois et ensuite après la fin de banane, donc tu t'attends tes potes quand même qui puissent finir à 88 jours. Ouais, j'attends. Bah alors, Alix, lui, avait déjà fini ses 88 jours, parce que c'est la deuxième année qu'il était en Australie, je crois. Et Thibaut, lui, avait été viré dès le premier jour de cette ferme de bananes. Et je sais plus, il avait dû faire une petite connerie et donc on l'avait viré tout de suite. Il n'y a pas de, en Australie, surtout en poste comme ça, en extra, il n'y a pas de moment où on parle vraiment. C'est juste, t'es là, t'es pas là, ciao. Et donc du coup, Thibaut était viré, il a fini ses jours. Et en fait, il était prévu qu'on se retrouve en Thaïlande avec un ami à nous avec qui on a déjà été la première fois, Thibaut et moi. Et donc après, quand Thibaut il avait fini il avait un peu pas mal reçu ses jours et qu'il avait fait aussi un peu des sous du coup, on a pris nos billets d'avion pour la Thaïlande, on est parti en Thaïlande et on devait y repasser 15 jours. Vous deviez y passer 15 jours. Ouais. On devait y passer 15 jours, c'est que finalement vous n'avez pas passé 15 jours. C'est que finalement, Thibaut et Alix ont passé 15 jours. Thibaut et Karl ont passé 15 jours là-bas. Mais moi, en fait, j'avais plus envie de retourner en Australie. Parce que j'avais plus rien à y gratter, ça ne m'avait pas vraiment plu. Et Thibaut n'avait pas fini ce jour de ferme. Donc ça inclut le fait qu'on doit retourner dans une région où on pouvait travailler dans les fermes. Ça allait être l'hiver, il allait faire froid. Et retravailler en ferme, moi, ça ne m'enchantait pas du tout. Donc du coup, j'ai dit non, moi, j'ai pas trop envie. Et au milieu du séjour en Thaïlande, en fait. Et donc de là, j'ai regardé pour me trouver un logement en Thaïlande. Et j'en ai trouvé un et je suis resté en Thaïlande. T'es resté combien de temps en Thaïlande en tout? Je suis resté 1 mois. Ensuite, j'ai dû payer à l'immigration pour faire une extension de visa d'1 mois. Et ensuite, j'avais pas de visa, donc je suis parti en Malaisie quelques jours, revenu en Thaïlande. Et je suis resté 1 mois à peu près, ou un peu plus. Et après, rentré en France. Est-ce qu'on peut raconter l'histoire du jet ski? Non, c'est en Thaïlande. J'étais dégoûté que ça m'arrive en Thaïlande. Non, j'ai fait. Non, je rigole. J'ai loué un jet ski et arnaque. C'est marrant la Thaïlande. Pour y être allé, c'est un pays qui est assez marrant. Mais toi, tu l'as vécu d'un point de vue assez local. Ouais. Tu étais dans la population, tu avais des amis locaux. La deuxième fois, ouais. Sympa. Ouais. J'ai évidemment envie de creuser la Thaïlande, mais par souci de... Je sais pas, peut-être que c'est moi qui m'auto-censure sur le temps, mais par souci de timing, j'ai aussi très envie de savoir ce que tu as fait après, en rentrant. Après, en rentrant... Là, t'as 26 ans. Ouais. J'ai 26 ans en ce moment-là. Après, en rentrant, je m'étais déjà dit que j'allais rentrer, j'avais à peu près fixé une date, et je voulais me retrouver un travail à Paris pour la rentrée du mois de septembre. Mais je voulais pas travailler en ministère. Pourquoi? Parce que j'avais quitté ça, donc je voulais pas retrouver ça non plus. Je voulais pas retrouver exactement la même vie qui était la mienne en ayant quitté 1 an au préalable. Un peu plus d'1 an ou un peu moins d'1 an, je sais plus. Et donc du coup, le hasard fait que je rachète exactement le scooter que j'avais vendu à mon concessionnaire. C'était exactement le même. Enfin, pas exactement, mais c'était le mien en fait. Que le gars avait aussi revendu entre temps. Donc je rachète exactement le même. C'était pas la même marque et le même modèle. Si. C'était le même. Piaggio, Vespa, LX50, noir, ciel andin beige, enfin tout pareil. Tout pareil. Donc là, je me dis, bon, merde, mais c'est pas grave, tant pis, il fallait un scooter, donc voilà. Et de là, j'avais postulé à différentes offres d'emploi, mais en attendant, je voulais pas non plus rester sans rien faire et pas avoir de sous qui rentraient. Donc j'ai retravaillé un peu en extra. Donc le lendemain de mon retour de Thaïlande, je travaille où? Au Quai d'Orsay. Bon, j'étais content, en vrai, c'était pas mal, je voyais tous mes collègues, c'était cool. Et dans ma tête, je me disais que j'allais pas y rester, donc c'était marrant. Et donc du coup, j'ai commencé à chercher un peu du travail après. Et là, j'ai eu divers entretiens. Il y a un endroit où ça s'est pas fait, indépendamment de ma volonté. Voilà. Et ensuite, j'ai trouvé un poste dans le 6e arrondissement, à l'hôtel et spa La Belle Juliette. Pour ceux qui connaissent, c'est rue du Cherche-Midi, dans le 6e donc. Et c'était un poste à la base de directeur de salle, mais qui était en fait un poste de directeur restauration, F&B manager. Il fallait repenser tout le pôle restauration. Tout était à recréer, ou en tout cas à créer, parce qu'il n'y avait pas de base très solide, il n'y avait pas de responsable au préalable. Il n'y avait qu'une équipe de chefs de rang qui travaillait en autonomie.
Et bah, forcément, ils n'avaient pas de cadre, on leur donnait pas forcément de mission et expliquait une marche à suivre. Donc, bah, les résultats n'étaient pas là. Les résultats, c'était quoi les résultats? Le chiffre, la fréquentation, enfin tout ça. Donc, du coup, il fallait quelqu'un qui mette un peu d'activité dans tout ça, qui crée des événements, qui fasse venir du monde, qui donc développe un vrai chiffre d'affaires, journalier, mensuel et tout ça, qu'on fasse connaître de nouveaux produits et qu'on fasse vivre, parce qu'il y avait même des clients de l'hôtel qui étaient habitués, qui n'étaient pas au courant qu'il y avait un restaurant dans l'hôtel. Parce qu'ils venaient pour le petit déjeuner, ils venaient des fois pour des réunions, mais on leur avait jamais proposé un menu, et voilà. Est-ce que tu peux raconter ta success story, comment appeler autrement et pas avec un anglicisme affreux, ta petite histoire avec c'était Kering? Kering, ah ouais. Bah, moi, je me suis dit, bah, quand j'arrive là-bas, à l'hôtel, je vais aller voir avec qui on peut travailler pour essayer de faire des contrats avec l'hôtel et essayer qu'ils viennent manger à l'hôtel. Ça peut être intéressant. Et je savais pas trop par où commencer. Donc, je me suis dit, bah, un jour, j'étais voir le groupe Kering qui est du coup juste à côté de l'hôtel. Attends, aller voir, ça veut dire quoi exactement? Sur site, je me suis présenté comme ça. Donc tu t'es pointé sur site. Ouais. Donc tu as sonné à l'entrée. Pointé, ouais. À l'entrée visiteur. Ouais. Et j'ai demandé si je pouvais voir quelqu'un du groupe Kering. Et celui qui s'occupait de la partie relations commerciales, je sais pas quoi. Et on m'a dit oui, et donc j'ai vu quelqu'un. Mais j'avais déjà trouvé le nom en fait avant sur LinkedIn en cherchant. Et donc j'ai vu cette personne-là et je lui ai expliqué qui j'étais, ce que je pouvais proposer et à quel point ça pouvait être intéressant pour lui et tous ses collègues qui venaient de l'étranger, qui devaient passer quelques jours en France. Et donc il a été séduit, donc on a signé le contrat ensuite. Tu te rappelles du poste qu'il avait, ce monsieur-là? Bah, je crois que c'était Relationship Manager, un truc comme ça, je sais plus. Mais... Donc c'est la personne en charge des relations. Ouais. Mais en gros, son rôle et le contrat que vous avez signé, c'était que pour n'importe quel employé Kering qui venait en France pour un business trip. Non, mais en fait, lui, il avait un peu... Moi, enfin, c'est pas plus moi qui ai signé à la fin avec lui. Je l'ai fait signer par ma direction, mais j'avais un peu monté le truc dans le sens où j'avais dit au groupe Kering, voilà, vous avez une moyenne de 10 visiteurs qui viennent par mois. Et il me dit, non, un peu plus. Et j'ai dit, d'accord, il a où ces gens-là? Il me dit, bah, c'est ça, des fois, c'est un peu compliqué, justement, et tout. Et j'ai dit, bah, ça tombe bien, moi, je suis la solution pour vous. J'ai un hôtel juste à côté, là. Je travaille là-bas. Moi, si vous voulez, je vous assure, par mois, une dizaine de chambres. Et donc, il m'a dit, OK. Et Nicolas, on a fait ça. Et je dis, mais donc, dans les gens qui viennent, on vous baisse le prix de la chambre, mais ils viennent dîner que chez nous. Donc, c'était OK. Et je dis, si vous avez des réunions à faire, moi aussi, je peux vous faire des webinaires, des séminaires, tout ce que vous voulez. On peut le faire là-bas, donc vous venez. Il m'a dit, OK, très bien. Alors, sur site, eux, ils peuvent faire plein de réunions, ils ont de la place, hein, mais des fois, ils venaient. C'était cool, et on pouvait proposer une animation en plus, avec un chef qui pouvait venir, et ça, c'est marrant. Donc, dans le rôle que tu as exercé chez La Belle Juliette, tu as eu aussi un rôle de prospection de nouveaux clients, de nouveaux partenaires et de signature des contrats. Ouais. En plus de la tâche de mettre en place ce qui existait, de rehausser le niveau de qualité du restaurant et de faire en sorte de faire vivre un restaurant. C'est ça, de faire vivre le lieu, parce que les restaurants d'hôtel, à part dans des palaces ou quoi, mais les restaurants d'hôtel, généralement, c'est assez niche, on ne sait pas trop. Et surtout, là, l'hôtel, il a pignon sur rue, mais on ne voit pas qu'il y a une terrasse derrière, on ne voit pas tout ça. Et la cuisine d'hôtel, c'est pas forcément toujours ce qui fait rêver. Donc, bah voilà. Et là, c'est intéressant, ouais. On proposait une cuisine italienne, d'un niveau correct, des cocktails qui étaient vraiment intéressants. Donc, c'était cool. Par rapport à cette expérience, donc elle a duré de tes 26 à tes... Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'en fait, c'est à ce moment-là où moi, j'ai commencé. J'ai eu un accident de travail et très rapidement après, le Covid est arrivé. C'était quoi ton accident de travail? J'ai failli perdre ma main gauche. Il y a un soir où j'ai essuyé un verre qui sortait de la machine à laver. Et le verre à pied, en fait, s'est cassé. Le pied s'est cassé et m'est rentré dans le poignet. Donc, ça m'a sectionné 70% des nerfs et tendons. Et on m'a dit, après l'opération, monsieur, oubliez votre main, il ne faut plus jamais vous en servir. Pour un maître d'hôtel qui aspirait à être intendant, c'était compliqué ça. Mais je ne sais même plus maître d'hôtel là, mais ouais. Oui. Ouais, non, mais bien sûr, ouais, c'était un peu compliqué. Responsable FMI, ça? Ouais, en gros, ouais. FMI manager. Et donc, du coup, ouais, non, c'était un peu compliqué, mais bon, bah, c'est pas très grave, on verra bien comment on peut faire différemment. Et bon, je savais juste une chose, c'est que j'étais pas. J'allais être comme jamais debout, mais pas aussi drôle, donc fallait trouver. T'es petit avec les deux mains dans les poches là. fallait trouver autre chose. Et donc de là, bah en fait, de toute façon, c'était le Covid, donc on avait tout le temps de penser à tout. Moi, le restaurant était fermé. Tous les jours, je devais sortir pour aller chez l'infirmier et chez le kiné, parce que c'était une galère aussi de trouver un kiné à ce moment-là.
Il y a une kiné très gentille, dont j'ai pas le nom en tête, mais qui a ouvert son cabinet en cachette pour pouvoir me recevoir. Et une autre patiente aussi, parce qu'on était tous les deux dans des problématiques assez extrêmes. Et donc pendant tout ce temps, j'ai eu le temps de réfléchir. Et à un moment donné, on a proposé un plan de réouverture qui a été refusé, parce que le business premier était l'hébergement et pas la restauration. Donc du coup, c'est à ce moment-là où moi j'ai préféré partir. Parce qu'on me rappelait dans des ministères aussi pour travailler avec des collègues. Et donc j'ai rejoint un ministère après. Ok. Donc, et ta main depuis? Et ma main depuis, en fait, après peut-être 8 mois, pendant 8 mois, je sentais plus du tout ma main. Je pouvais plus me serrer ma main, je la sentais plus, je pouvais plus rien faire. Donc vraiment capitaine crochet. Et en fait, après 8 mois, à un moment donné, un jour, j'ai ressenti des fourmillements. Et donc j'étais content de ressentir ça, parce que là où je ressentais rien, là je ressentais un truc. C'était pas agréable, mais je ressentais quelque chose, c'est marrant. C'était bien. Et de là, ça a continué en fait à évoluer. Les fourmillements ont petit à petit disparu. Et maintenant, j'ai retrouvé la sensibilité dans la quasi-totalité de ma main. L'index et le pouce, donc plus aucune sensibilité. Ou en tout cas pas partout. Et le reste, ça va. Bon, très bien. Donc, tu as l'index et le pouce de la main gauche. Ouais, où je sens plus. Quasiment plus. Et ça veut dire quoi ne plus sentir son index et son pouce? Ça veut dire que c'est comme s'ils sont plus là. Donc ça veut dire que toi, tu exerces ton travail d'intendance, que tu sers parfois, admettons une assiette, que tu te sers de ton index, ton pouce. Non, parce que c'est ma main gauche. Moi, je travaille avec ma main droite, du coup, là. Ok. Mais même si je me sers de ma main droite, en vrai, ça va, c'est pas non plus trop compliqué. Je pense qu'après, il y a aussi une espèce de gymnastique de l'esprit qui se met en place et on sait qu'on a quelque chose dans la main, on n'oublie pas, on va pas le faire tomber n'importe comment. Et il y a des moments ou des façons où j'ai l'impression que je le sors un peu. Enfin, pas complètement, mais un petit peu. Donc, du coup, voilà. On m'avait pourtant dit que normalement, si l'information n'était pas transmise à 100% au cerveau, ça pourrait pas fonctionner. Mais on a aussi fait tomber cette barrière. Et quand tu reprends un poste dans un ministère, donc tu mets fin à la Belle Juliette. Ouais. Et tu reprends un poste à un ministère. Ouais. Ça, c'est le dernier poste que tu exerces avant le Rwanda. Avant le Rwanda. Ouais. Et donc, tu es à quel poste et où? Là, je travaille pour la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gouraud, que je salue. Et j'étais pas intendant adjoint. Enfin, sur le terrain, je l'étais, mais sur le contrat, j'étais premier maître d'hôtel. Et donc, c'était trop cool. Je retravaillais avec 2 collègues que j'avais déjà connus avant à Matignon. Et l'intendant, je connaissais très bien aussi. Et donc, il me faisait entière confiance pour gérer la partie scène, spectacle face aux clients, quoi. Et lui, il gérait toute la partie back-office. Donc, c'était génial. On a trouvé un vrai équilibre comme ça. Et moi, il se trouve que je me suis super bien entendu avec les 2 cabinets parce qu'en fait, il y avait le cabinet de Jacqueline Gouraud au niveau 0 et il y avait le cabinet de Joël Giraud qui, lui, était le secrétaire d'État avec les collectivités et relations avec les collectivités territoriales, un truc comme ça, avec qui je m'entendais aussi très très bien. Donc c'était génial. Et on était sur un site qui était top. Donc, mais lui, pendant 2 ans, c'était super. Antoine, toutes tes expériences que tu as eues sont alignées vers le poste d'intendant que tu es aujourd'hui. Ouais. Alignées, oui et non. Enfin, aligné n'est pas le bon mot, évidemment. On ne cherche pas l'alignement avec ce podcast, justement. On ne cherche pas à avoir la formation qui va bien, la classification qui va bien pour le poste qui va bien, avec une espèce de vue sur 10 ans de ce qui pourrait se passer. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir les changements, les pivots, les réorientations. Le fait que tu te sois cherché pour en fait trouver ton poste d'intendant aujourd'hui. Pour autant, tu as quand même beaucoup travaillé dans les ministères. Aujourd'hui, tu es à l'ambassade, tu restes attaché à un ministère. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ce fil conducteur que moi, je dénote dans ton parcours. Je pourrais creuser chaque étape parce que chaque étape est quand même unique en son genre. Et il y a eu quand même des fois où tu es sorti aussi pour aller chercher autre chose, faire tomber d'autres barrières. Là, d'un point de vue temps, j'allais te poser une dernière question sur cette phase 2 qui est la phase parcours. C'est juste, est-ce qu'il y a des choses hyper importantes que tu as envie de partager, qu'on n'aurait pas couvert, sachant que les gens qui vont nous écouter, ils sont peut-être dans une dynamique de putain, hyper intéressant ce qu'on a fait, j'aimerais bien m'en inspirer, ou alors je sais pas du tout quoi faire et j'ai envie d'avoir des éléments de réponse pour moi avancer. Non, là-dessus, je sais pas exactement, mais ce que je n'ai pas dit, pardon, c'est que en fait, ce poste d'intendant, c'est pas venu par hasard. C'est aussi parce que quand j'étais apprenti du coup au ministère de l'Agriculture, au service de Bruno Le Maire, et ensuite Stéphane Le Foll et Guillaume Garot, j'ai rencontré un de mes collègues qui lui arrivait de l'ambassade de France à Washington à ce moment-là. Et tout ce qu'il m'a raconté, ça m'a fait rêver. Et je me suis dit, putain, mais en fait, ça me fait rêver. J'ai trop envie de faire ça, moi. Et donc, j'ai demandé comment il avait fait et tout. Ça avait l'air un petit peu compliqué parce que ça demandait d'avoir une certaine stabilité dans le ministère, d'être connu, reconnu.
et que quelqu'un fasse vraiment confiance à un moment donné, parce qu'il y a plein de gens que vous allez croiser sur votre parcours qui vont vous dire ouais, c'est bien ce que tu fais, parfait, continue pareil, et ils ne bougeront pas le petit doigt plus que ça pour nous aider. Donc je me demandais si ça allait pouvoir arriver pour moi ou pas, mais en tout cas, j'étais sûr d'une chose, c'est que moi de mon côté, j'allais tout faire pour que ça arrive. Et donc du coup, j'ai essayé de toujours suivre ce fil conducteur parce que c'était mon rêve quand même. Et il y a un moment donné où ça a fonctionné, tant mieux. Antoine, phase 3, juste sur ton avenir, comment tu te projettes sur la temporalité et la tienne? Donc c'est soit tu décides les prochains mois, les prochaines années, les prochains 10 ans, 20 ans. Là, ça fait 2 ans que je suis au Rwanda. Il me reste 2 ans à faire au Rwanda. Je sais pas. C'est la première fois de ma vie du coup où j'ai pas de rêve particulier. Et du coup, comme je disais, Intendant, c'était un de mes rêves. Enfin, c'était mon rêve, du coup, je l'ai atteint. Je pensais pas l'atteindre aussi rapidement. Et donc, maintenant, je sais pas trop quoi faire ensuite. On verra bien, on réfléchira. Il y a encore 2 ans pour revenir. Mais pour l'instant, pas de rêve particulier en tête. Ok. Il nous pleut littéralement pas dessus parce qu'on est en terrasse de café et qu'il y a un auvent qui a été tiré. Auvent, on appelle ça un auvent. Mais je sais pas si le son va être de si bonne qualité. J'essaie d'avoir le micro qui est proche de ma bouche. Ok, donc pas de rêve particulier. Écoute, moi j'aime bien me dire qu'on pourra se revoir, tu vois, dans quelques mois, quelques années. Évidemment, garder contact pour voir un peu comment la situation évolue. C'est intéressant de voir ce que ça dit maintenant, ce que ça dit plus tard, pouvoir voilà, et suivre un peu le parcours. Si tu devais dire un dernier mot pour les gens qui nous écoutent. Que la seule limite, c'est vous. Je pense qu'il y a plein de moments où on veut essayer de les faire entrer dans telle ou telle case. Et je pense que c'est pas forcément une bonne façon de réfléchir. Il y en a pour beaucoup pour qui ça peut être bien, parce que ça amène une certaine sécurité. Mais ça amène pas forcément une suite à ça. Ça amène, comme on dit, un cadre. Il y a forcément un début et une fin à ce cadre-là à un moment donné. Donc je pense qu'il faut arriver à se créer, il faut se faire confiance, il faut s'écouter. Et si on en dit quelque chose, ma foi, faut aller le faire. Faut y aller. C'est clair. Aussi simplement que ça, vraiment. Enfin, le fait de faire, le fait de... Faut faire, juste faut faire. Faut arrêter de dire je veux faire ça, mais en fait je suis bloqué avec ci, bloqué avec ça. Enfin, je sais pas tous quelles sont vos situations et tout ça, mais à partir du moment où on a le savoir qu'on dormira sous un toit le soir, que ce soit sur un lit ou au sol, à partir de là, on a quand même des chances énormes déjà. Donc avançons quoi, avançons. On n'a pas le temps de dormir, pas maintenant en tout cas. J'espère que ces mots pourront être entendus encore une fois. Là, il y a un milliard d'orages. Tu l'entends, je l'entends, on espère que les auditeurs n'entendront pas trop. Écoute, c'est trop cool de t'avoir. Merci, tu pars au Rwanda dans 2 jours. Donc tu vas repartir pour X mois, je sais pas quand est-ce que tu reviendras. Mais là, il y a la grêle qui tombe, c'est plus de la pluie. On est à Paris, on est le 12, il me semble. 12 septembre, donc on est encore en été normalement. Allez, 12 septembre. Ok. Écoute Antoine, merci. Merci à toi, C'était un plaisir, c'était cool. À plus. Allez.